Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Parlons laïcité, votre émission mensuelle qui s'enregistre à chaque fois dans les locaux des réseaux d'échange réciproque de savoir à Évry-Courcouronnes, dans le local des Pyramides. On est aujourd'hui le jeudi 6 avril et aujourd'hui nous allons inviter Stéphane Lacombe. Stéphane, on a le plaisir de l'accueillir. Il est chef de projet et formateur sur les questions de radicalisation et de cohésion sociale. Ça fait déjà à peu près une dizaine d'années qu'il fait ça. Stéphane a travaillé avec plusieurs associations et de nombreux partenaires institutionnels. Et il va nous donner des clés d'analyse. Le titre de l'émission, c'est « Comprendre la radicalisation ». Eh bien Stéphane, on va pouvoir t'entendre après le jingle. Parlons laïcité. Bonjour, je suis évidemment ravi d'être ici au sein du réseau de formation réciproque d'échange de savoir et de création collective d'Évry Centre-Essonne, c'est-à-dire un lieu d'éducation populaire, un lieu où justement tout est fait pour faire rayonner les valeurs de citoyenneté. Je pense que la radicalisation, c'est un sujet important qui nous engage tous en tant que citoyens, et il me semble qu'il est important de donner un petit peu des clés de compréhension, d'analyse, d'approche de ce sujet. Il ne vous a pas échappé que ces dernières années, depuis à peu près une dizaine d'années maintenant, la radicalisation est un mot qui est rentré dans le quotidien des Français, c'est-à-dire que on a lu, vu, entendu un certain nombre d'émissions, d'articles, de reportages autour de ce sujet-là. Sujet qui n'existait pratiquement pas dans le débat public en France et pratiquement pas non plus dans le débat politique d'ailleurs en France, jusqu'à peu près donc une décennie. Ce qui peut sembler un peu étrange dans la mesure où la radicalisation, je vais tâcher de vous l'expliquer, en fait n'est pas un phénomène nouveau en soi. Certes, l'actualité du terrorisme ces dernières années lui a donné une intensité, un relief qu'il n'avait pas auparavant. Et je dirais que surtout qu'il y a une forme d'appropriation, finalement, d'un concept qui a été surtout théorisé par des anglo-saxons. Donc ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. En préambule, je dirais que l'objectif de cette intervention est alors non pas de faire un tour complet du sujet, c'est un sujet effectivement qui peut être complexe, qui finalement nécessite également une certaine souplesse, une certaine curiosité intellectuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule discipline dans le champ des connaissances qui permettrait finalement de sortir une équation magique de la radicalisation. Mais par contre, on peut s'intéresser à la géopolitique, on peut s'intéresser à la psychologie, on peut s'intéresser à un certain nombre de domaines du savoir qui permettent effectivement d'avoir un regard un peu transversal sur ce sujet. Donc là, je me cantonne à des généralités, mais je vous rassure, on va aller très très vite dans le concret, puisque pour moi, l'objectif justement, c'est que les citoyens, qu'ils soient spécialistes ou pas du tout spécialistes, puissent quand même comprendre, saisir ce qui se joue dans cette équation de la radicalisation, en tout cas de ce qu'on appelle la radicalisation. Alors, je vais faire un petit retour historique. Je l'ai dit en préambule, la radicalisation n'est pas quelque chose de nouveau en soi. Je parle bien de radicalisation idéologique. On l'a vu, je dirais, après la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée en masse d'une génération dans les universités, c'est-à-dire c'est la première fois qu'une génération a accès aux études supérieures, avec une offre donc
idéologiques, théoriques qui se démultiplient, j'ai envie de dire. Et il est vrai qu'on peut voir dans les années 60, dans la foulée des mouvements de contestation étudiante notamment, tout un tas de mouvements apparaître avec des dynamiques de contestation, mais aussi de radicalisation, y compris de radicalisation violente. Et pour moi, il y a un pays qui est vraiment un vrai laboratoire d'ailleurs de ces multiples visages de la radicalisation, c'est bien l'Italie. Alors je fais un petit aparté avec l'actualité puisque Arte a diffusé récemment une mini-série de Marco Bellocchio qui s'appelle Esterno Notte, qui revient sur les événements autour de l'enlèvement d'Aldo Moro. Donc Aldo Moro, nous sommes en Italie en 1978. Aldo Moro donc s'apprête à gouverner avec les communistes, c'est-à-dire qu'il est en train de constituer un gouvernement qui va pour la première fois en Italie intégrer les communistes donc dans un gouvernement, ce qui n'est évidemment, on s'en doute, pas bien vu du tout par l'aile conservatrice du parti d'Aldo Moro, on va dire l'aile droite pour simplifier, de la démocratie chrétienne, donc ce parti qui n'existe plus aujourd'hui mais qui a régné pendant près de 30 ans sur la vie politique italienne. Mais surtout, ce rapprochement avec les communistes n'est pas du tout bien vu. Il est même clairement haï par, je dirais, toute une frange de ce qu'on avait appelé à l'époque ces mouvements clandestins, dont le mieux organisé sur un plan opérationnel, peut-être le plus endoctriné, est cette fameuse organisation, les Brigades Rouges, qui parfois est vue en France avec un regard un peu romantique, parfois un peu mythifié, mais ce sont bien les Brigades Rouges qui planifient l'enlèvement d'Aldo Moro après avoir éliminé donc physiquement son escorte. Ce qui est intéressant dans la liberté artistique prise par le réalisateur Marco Bellocchio, c'est justement de montrer finalement cette euphorie, cette énergie dans ce projet de radicalisation qui était porté à l'époque par les Brigades Rouges, qui apparaissaient donc au sommet de leur puissance avant d'être défaits par l'État. Tout cela pour vous dire que la radicalisation idéologique, le passage à l'acte violent, la planification d'actes terroristes n'est pas un phénomène nouveau puisque la France elle-même a été frappée à de nombreuses reprises par différents types de terrorisme au nom de différentes causes dans les années 70. On peut d'ailleurs considérer que dans le contexte, on va dire, post-guerre d'Algérie, le premier attentat qui voit l'irruption du terrorisme international sur le sol français, c'est ce fameux attentat commis au drugstore Saint-Germain, donc en plein quartier latin, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, par Carlos, donc le terroriste qui a été condamné d'ailleurs fort récemment pour cet attentat, puisque une grenade a été jetée en fait, et il y a eu plusieurs civils qui ont été tués. Donc on est en 1974 et c'est finalement le premier attentat qui permet de dater, je dirais, une nouvelle ère du terrorisme. Pour revenir à ce phénomène de la radicalisation, vous avez aussi noté, je pense, en tant que citoyen, de multiples débats, des controverses, des polémiques, finalement chacun donnant un petit peu sa définition de la radicalisation, certains réfutant même la pertinence de ce concept-là. Je crois que nous, en tant que citoyens, on essaye justement de comprendre un peu tout ça. Alors moi, j'étais engagé dans des actions de prévention de la radicalisation, et il est vrai que je me suis heurté rapidement finalement à une espèce de difficulté conceptuelle avec des approches différentes, mais aussi des biais idéologiques qu'il ne faut pas cacher, orientant parfois les regards de certains spécialistes. Moi, ce qui m'intéressait, et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui, c'était quand même de comprendre la radicalisation, même si on n'est pas spécialiste, de façon à pouvoir travailler sur ce sujet et surtout à pouvoir le rendre opérationnel sur le terrain, tant dans des opérations donc de prévention, mais aussi de sensibilisation, parce qu'encore une fois, je pense que les citoyens ont parfaitement le droit de vouloir être outillés sur ce sujet et non pas se considérer que finalement la radicalisation, comme je l'ai déjà souvent entendu, ne serait affaire que de quelques spécialistes, que de quelques experts qui échangeraient entre eux, parfois de manière plus ou moins véhémente, et que finalement, nous, les citoyens, on en serait écartés. Donc il est vrai qu'il y a un certain nombre de définitions qui ont été données autour de ce sujet-là. Et moi, je vais vous partager celle qui me semble être la plus cohérente, c'est-à-dire celle qui rentre à la fois dans la complexité du sujet, parce que c'est un sujet qui est assez complexe, et qui en même temps en résume, je dirais, les principaux tenants et aboutissants.
C'est une définition qui a été formulée par le Centre de prévention de la radicalisation menant la violence, qui est une structure en fait québécoise. Donc c'est une formulation que j'ai reprise telle qu'elle, puisqu'elle était en français, et je vais vous la lire. C'est le processus selon lequel des personnes adoptent un système de croyances extrêmes qui comprend la volonté d'utiliser, d'encourager ou de faciliter la violence en vue de faire triompher une idéologie, un projet politique ou une cause comme moyen de transformation sociale. Alors cette définition-là, elle est assez dense, mais elle me paraît assez complète en fait, et assez précise. Tout d'abord parce qu'on parle bien de croyances extrêmes. Ce ne sont pas évidemment toutes les formes de croyances qui sont concernées par la radicalisation. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un qui va défendre ses idées, ses opinions, même de manière très forte, véhémente, « Ah ben toi, t'es radicalisé », évidemment. C'est comme le racisme. Si on traite tout le monde de raciste, au bout d'un moment, il n'y a plus de racisme. Il ne faut surtout pas banaliser ces faits-là. Mais ce qui est également intéressant dans cette définition, c'est que est intégré pas uniquement le passage à l'acte violent, on parle bien également de volonté d'utiliser, mais d'encourager ou de faciliter la violence. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un individu ne va pas lui-même passer à l'acte violent, c'est-à-dire commettre un acte qu'on peut qualifier d'opérationnel, qui n'est pas radicalisé. Donc ça peut être des individus qui, par exemple, vont diffuser des contenus de haine, des contenus toxiques, qui vont essayer de convaincre éventuellement leur entourage, en tout cas, de faire tout ce qu'ils peuvent pour finalement contribuer à encourager ou à faciliter la violence. Toujours pareil, en vue de faire triompher donc une idéologie, un projet politique, quel qu'il soit, ou une cause, quelle qu'elle soit, comme moyen de transformation sociale. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, je vous parlais des brigades rouges, là nous n'étions pas clairement à l'époque dans une radicalisation politico-religieuse, même si en Italie, certains universitaires ont essayé de démontrer que les brigades rouges ressemblaient à une secte, ce qui, à mon sens, n'est pas très pertinent, en tout cas c'est très discutable. Mais en tout cas, il y a bien derrière une idéologie, un projet politique ou une cause qui justifie non pas uniquement de défendre avec véhémence ses idées, mais également d'être violent, c'est-à-dire de frapper finalement des individus, alors dont on estime qu'ils sont des symboles ou des représentants d'un ennemi commun. Mais surtout, l'objectif, c'est quoi ? C'est de frapper quelques-uns pour impacter l'ensemble du corps social. C'est la raison pour laquelle la radicalisation, on peut aussi la qualifier comme un fait social total, pour reprendre la formulation du sociologue Marcel Gauchet, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'en fait, cela concerne toujours, il ne faut quand même pas l'oublier, une toute petite minorité d'individus, mais ça affecte l'ensemble du corps social. C'est la raison pour laquelle la radicalisation ne peut pas être finalement une problématique uniquement sécuritaire, uniquement régalienne, je dirais même uniquement conceptuelle. C'est quelque chose de concret qui nous interpelle en tant que citoyens, même si soi-même, on peut se sentir au premier abord pas forcément hyper concerné par le sujet, parce qu'on n'a pas été impacté directement. Mais c'est quelque chose quand même qui nous engage tous. Donc c'est la raison pour laquelle il me semble que d'abord il faut poser cet ensemble de définitions qui est parfois difficilement admis, notamment par des universitaires, qui vous disent finalement la radicalisation, on ne sait pas trop ce que c'est, finalement chacun a sa définition, finalement c'est compliqué de définir. Alors, moi je pense que cette définition que je vous ai lue, c'est déjà quelque chose qui résume bien les enjeux finalement auxquels nous attaquons à travers ce sujet, la radicalisation. Maintenant qu'on peut poser ce premier ensemble de définitions qui stipule bien qu'on parle bien d'extrémisme idéologique, quelle que soit la cause défendue, et qui est accompagné ou non d'un passage à l'acte violent. Et ce ou non, il est extrêmement important, parce que c'est là où il nous engage, nous, en tant que citoyens, notamment dans une préoccupation, je dirais, de prévention, de sensibilisation. C'est-à-dire que parfois, on peut entendre des propos ou lire des propos, on ne réagit pas, on laisse dire, on ne réagit pas. Et parfois, ces propos-là, ce n'est pas systématique, mais parfois, peuvent laisser, je dirais, révéler quelque chose de plus inquiétant. En tout cas, ils doivent être amenés, je pense, à une réaction de notre part. Il est clair que cette émergence de la radicalisation, non pas seulement dans le débat public, mais également finalement dans le débat politique, c'est-à-dire d'une certaine façon, on a des États, des sociétés démocratiques qui sont mises en difficulté par ce phénomène-là, c'est incontestable. J'ai envie de dire, quel que soit le pays,
Il est vrai qu'à un certain moment, on lisait des articles nous expliquant qu'à l'étranger, ils avaient les solutions, qu'à l'étranger, ils avaient tout compris. Alors, on nous citait des pays, effectivement, dans lesquels il y avait des expérimentations formidables. Mais en fin de compte, quand on travaille un peu dans le détail sur, d'une part, le contexte local et finalement sur ce qui se passe véritablement sur un plan opérationnel, on se rend compte que, globalement, tous les États ont été quand même mis en difficulté par ce phénomène, notamment parce que ce phénomène a pu être décuplé, amplifié par tout simplement l'utilisation des réseaux sociaux, c'est-à-dire par la viralité finalement des contenus, des opinions, et je dirais de toute forme de propagande en fin de compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie peut être utilisée de manière citoyenne, progressiste, elle peut aider des dissidents, et on a aussi malheureusement une utilisation toxique qui peut porter clairement atteinte à la cohésion sociale et surtout faire le jeu, nourrir finalement ces idéologies qui peuvent amener des individus à passer à l'acte. Alors, je vais vous faire un tout petit peu d'étymologie, mais vous allez voir que là aussi l'exercice trouve un petit peu ses limites. Parce que finalement, on pourrait se dire, pour comprendre ce phénomène, revenons finalement à l'étymologie du mot. Qu'est-ce que c'est radicalisation? Plutôt, d'où ça vient ce mot? Alors ça, tous les spécialistes, effectivement, vont vous le dire. Je vais donc exposer rapidement l'étymologie générique de ce mot radical, donc qui provient du latin radicalis ou radix, qui signifie racine. C'est-à-dire que quand on prend les champs de connaissances dans lesquels on parle d'éléments radicaux, que ce soit en grammaire, en algèbre, en chimie, en botanique, en fait, l'élément radical, c'est l'élément qui se situe à la racine de quelque chose. Alors, ça peut sembler intéressant dans le cas, par exemple, d'une radicalisation politique-religieuse. On peut se dire, oui, ce sont des individus qui cherchent à revenir de manière très rigoriste à, on va dire, à un ordre imaginaire, à quelque chose. Mais c'est vrai que dans le cas d'un certain nombre de radicalisations, de formes de radicalisation, ça ne nous aide pas beaucoup. Donc c'est vrai que le mot radicalisation est un peu compliqué en fait à saisir, je dirais. Sur un plan intuitif, c'est un peu compliqué. Il est vrai que dans les années 70, vous aviez de la radicalisation, par exemple. Je pourrais aussi parler de la fin du 19e siècle, des attentats anarchistes qui étaient commis en plein Paris, dans des lieux publics. Et à l'époque, curieusement, quand on regarde la documentation, la presse des années 70, vous aviez très peu d'utilisation de ce mot radicalisation. On parlait de subversion, on parlait de rébellion, on parlait peut-être parfois d'insurrection éventuellement, on parlait de manifestation, mais ce mot radicalisation apparaissait comme ça de manière très fugace. Donc c'est un mot, en fait, je l'ai expliqué un petit peu au début, qui est apparu quand même qu'on peut dater. C'est-à-dire qu'on peut dater à peu près le moment où le mot radicalisation fait irruption dans le débat public. Et pour ça, il faut revenir à l'époque d'Al-Qaïda, c'est-à-dire à l'époque où Al-Qaïda commettait des attentats dans notamment les grandes villes européennes. Et je pense que vous vous souvenez de ces attentats coordonnés le 7 juillet 2005 à Londres, dans les transports londoniens. Donc plusieurs attentats suicides commis à peu près en même temps, dans un bus, dans le métro. Et en fait, après ces attentats, les autorités britanniques ont été très surprises, je dirais, du parcours de vie en fait des auteurs, c'est-à-dire que en fait au départ ils ont peut-être pensé que c'était des personnes qui venaient de l'étranger, qui avaient monté une cellule sur le territoire britannique et puis qui étaient passées à l'action. En fait ils se sont rendus compte que les auteurs étaient 4 jeunes britanniques âgés de 18, 19, 22 et 30 ans et qui ont repris en fait un mode opératoire qui avait été utilisé l'année précédente, donc en 2004, à Madrid, avec les attentats donc, des trains d'Atocha, de la gare d'Atocha, qui constituent d'ailleurs aujourd'hui les attentats les plus meurtriers commis sur le sol européen. Et donc les Britanniques font un rapport. Il y a un rapport qui est écrit très très rapidement en fait après ces attentats. Je vais vous citer juste un passage qui me paraît bien résumer les choses. La menace peut aussi bien venir de ceux qui ont l'air bien intégrés dans la société britannique, ont du travail et une famille à charge, que de ceux qui sont issus des couches les plus défavorisées en termes sociaux ou économiques. Donc là, nous sommes en 2006 et les Britanniques, quand même, comprennent que finalement, il n'y a pas vraiment de profil de terroriste. Et ça peut paraître une évidence aujourd'hui, mais il y a quelques années, vous aviez un certain nombre d'experts, de chercheurs qui essayaient justement de catégoriser ces individus en vous expliquant il y a des individus qui viennent de milieux défavorisés, donc c'est pour ça qu'ils passent à l'acte. Il y a d'autres individus qui ont
tel type de problème, qui ont tel facteur criminogène dans leur parcours de vie, etc., etc. En fait, il n'y a pas véritablement de profil, et les Anglais en fait le comprennent dès l'année 2006. Il n'y a pas de profil type. Alors, les Anglais ont essayé justement de réfléchir un peu à tout ça en se disant, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la société puisse se prémunir d'une telle menace et surtout d'être en fait dans une phase de résilience collective, c'est-à-dire comment la société finalement peut rebondir après ces actes-là qui ont évidemment quand même eu un impact collectif. Il y a d'abord les victimes, les personnes qui ont été tuées, blessées, et puis aussi l'ensemble de la population, puisque comme vous le savez, le but du terroriste, comme son nom l'indique, c'est aussi de terroriser la population, c'est-à-dire qu'on frappe quelques personnes, même si ce quelque est toujours bien trop, pour finalement terroriser l'ensemble du corps social. Et donc, les Anglais rendent public, moins d'un an après, en octobre 2006, une première doctrine du contre-terrorisme qui s'appelle Contest, qui repose sur 4 piliers. Poursuivre, prévenir, protéger, préparer. Et en fait, au fil des années, cette doctrine va évoluer vers, je dirais, une sous-doctrine qui va vraiment finalement la supplanter quelque part. C'est ce qu'on appelle le volet prevent. Donc prevent, prévenir en français. Et donc les Anglais en fait renforcent le volet prevent qui est destiné à lutter d'une part contre la radicalisation des individus, mais là on parle bien de la radicalisation plutôt quand même islamiste, avec effectivement la mobilisation de l'ensemble finalement des différents corps de la société qui peuvent réagir, qui peuvent apporter leur brique, je dirais, à l'édifice, c'est-à-dire mobiliser les travailleurs sociaux, mobiliser le secteur médical, mobiliser les instances communautaires, les éducateurs, etc. Je dois préciser, mais je pense que vous le savez, qu'en Angleterre, la façon dont l'espace social est organisé est évidemment totalement différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'en Angleterre, évidemment, la laïcité n'existe pas. C'est même quelque chose, je pense, qui est totalement compréhensible, puisque les Anglais viennent, je dirais, d'une ancienne puissance coloniale et donc ont pris l'habitude de gouverner des territoires, je pense aux Indes, avec un nombre finalement très réduit de fonctionnaires sur place, tout simplement parce qu'ils s'appuyaient sur des chefs communautaires. Alors ils appellent ça des community leaders en anglais, donc on va dire des leaders communautaires, c'est-à-dire qu'ils se reposent sur l'autorité de ces leaders pour justement contrôler l'espace social. Et donc c'est vrai qu'ils ont cette habitude-là, et donc c'est vrai que les Anglais n'ont pas de problème, n'ont pas de scrupules à travailler avec, pour le coup, des islamistes, mais qui ne sont pas violents, en tout cas qui ne sont pas dans une phase opérationnelle, donc des salafistes, donc des gens issus, par exemple, du réseau du mouvement Tablir, qui sont censés, si vous voulez, sur le terrain, à la fois travailler avec les jeunes, on va dire éventuellement remonter des informations s'ils sentent que certains jeunes leur échappent et seraient peut-être prêts à basculer. Et en échange, si ces community leaders ont un comportement, on va dire, très rigoriste, en tout cas qui ne correspondent pas, par exemple, à nos valeurs, de non-mixité, par exemple, ça pose pas de problème. Voilà. On est dans un autre système, une vision peut-être aussi très pragmatique. Quoi qu'il en soit, à l'époque, il faut reconnaître ça, nous sommes à la fin des années 2000, à l'aube, je dirais, de la décennie 2010. Rappelez-vous, en France, le sujet n'est pas véritablement une préoccupation majeure, ni pour l'État, hormis les services spécialisés qui ont déjoué quand même quelques tentatives d'attentats sur le sol français dans les années 2000, mais ce n'est pas une préoccupation majeure, ni pour l'opinion publique, je dirais, et encore moins pour le système médiatique. Donc de temps à autre, on parle du terrorisme quand des attentats surviennent à l'étranger, et puis il y a aussi ces Français qui sont touchés à l'étranger, parfois dans des pays lointains, et qu'on a tendance un petit peu à oublier. Quoi qu'il en soit, en France, effectivement, on se sent plutôt préservé de ces attentats, quelque part préservé finalement aussi de cette forme de radicalisation. Et il faut attendre mars 2012 avec ce qui s'est passé donc à Toulouse et à Montauban, l'assassinat de militaires français, l'assassinat d'enfants parce que juifs, pour que finalement on comprenne, on admette. Je ne sais pas d'ailleurs si ça a été admis à sa pleine mesure, la réalité finalement du djihadisme opérationnel sur le territoire français, avec alors un individu qu'on a présenté dans un premier temps, vous vous en souvenez peut-être, comme un
un extrémiste de droite. Je me souviens très bien quand les premiers jours, avant que le nom de cet individu, que je ne vais pas citer, parce que je pense qu'on lui rend assez hommage comme ça, a été révélé aux médias, à l'opinion publique, la thèse, c'était « Ah bah oui, on pense à un extrémiste de droite ». Bon, en fait, non, c'était un islamiste. Ce n'était pas non plus un loup solitaire, contrairement à ce qui a été dit un temps. C'est quelqu'un qui a voyagé dans plusieurs pays, qui a été en contact aussi d'organisations terroristes, Al-Qaïda en l'occurrence. Et donc, il y a eu cette première coupure en 2012, cette première bascule, on va dire. Il est intéressant de noter qu'après ces attentats de 2012, et ça, je l'ai entendu de chefs d'établissement pénitentiaire, il y a quand même quelque chose qui commence un peu à se transformer. On va dire que, non pas que l'islamisme n'existait pas avant, mais il y a comme une forme de libération finalement d'une parole extrémiste, avec la célébration des actes du terroriste lui-même. Et il est vrai que les observateurs quand même constatent que, alors nous sommes en 2012, c'est-à-dire que Daesh n'existe pas encore en tant que tel, enfin, elle existe, mais en tant qu'organisation clandestine et non pas en tant que proto-État. Et on sent qu'il y a déjà un basculement. C'est-à-dire que dans les prisons, par exemple, mais je ne veux pas juste mettre l'accent que sur les prisons, mais on entend des choses qu'on n'entendait pas auparavant, ou de manière très isolée. Donc il y a une forme de libération, en fait, de la parole extrémiste, d'une part, et de banalisation de ces actes-là. Et puis, comme vous le savez, il y a cette organisation qui commence à prendre du terrain en Irak, qui absorbe finalement une partie des effectifs d'Al-Qaïda en Syrie et qui va devenir Daesh, c'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup une organisation qui émerge comme ça, qui proclame un califat à cheval entre deux pays qui ne sont plus souverains, c'est-à-dire la Syrie et l'Irak, et avec surtout des moyens logistique, financier, avec surtout une stratégie, y compris une utilisation totalement inédite et performative des réseaux sociaux et des médias numériques en général, totalement inédite pour une organisation terroriste. C'est-à-dire que là, on a vraiment le premier cas d'une organisation terroriste qui est en capacité de mener des actions militaires plutôt conventionnelles, tout en commettant à côté des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et aussi de commettre des attentats, j'allais dire, comme une vulgaire organisation terroriste. Et donc, il est vrai que tout d'un coup, on est en 2014, lorsque le califat est proclamé, et ça faisait déjà, si on relit la presse de l'époque, depuis 2013, déjà on commençait à lire des témoignages de parents qui faisaient état du départ de leurs enfants, donc en zone irako-syrienne, et ça commençait à devenir, je dirais, un sujet de société. C'est-à-dire que l'opinion commençait à s'en émouvoir, on commençait à voir des reportages, et c'est vrai qu'on avait l'impression à l'époque qu'il y avait d'abord un flux de propagande qui était quasiment impossible à arrêter. En tout cas, je crois que les services de l'État sont sentis un peu démunis un temps, notamment par le volume de personnes concernées par ce phénomène de la radicalisation. Donc pour revenir à la radicalisation, je vous ai donné une définition, je dirais, un peu générique, mais qui me semble bien résumer le cœur du phénomène, c'est-à-dire qu'on a des individus qui finalement font le choix de transformer ce qu'ils perçoivent être comme étant la société qui bien sûr est impure, corrompue, éventuellement mécréante, mais en tout cas une société qu'il faut transformer, y compris par la violence. C'est-à-dire qu'il y a tout simplement l'adage la fin justifie les moyens qui est totalement intégré au nom de cette cause collective. Certains spécialistes parlent même de cause fusionnelle. On peut dire qu'il y a chez les individus radicalisés le besoin finalement de fusionner avec une cause, de fusionner avec un groupe, de s'agréger à un groupe, ce qui est effectivement très pratique puisque ça permet de se déresponsabiliser aussi de ses actions. Quoi qu'il en soit, la radicalisation devient, je dirais pas du jour au lendemain, parce que ça a commencé à être abordé en 2013, 2014, un vrai sujet. Et donc, je pense que ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'identifier, comme je l'ai dit au début, le profilage
n'est pas quelque chose qui était très pertinent. Aujourd'hui, je pense que la majorité des spécialistes, des experts qui ont travaillé, accumulé pas mal de recherches sur ce sujet-là en sont conscients. Il y a eu cette tentative également de psychologiser finalement le problème. À un moment donné, certains ont dit « Ah ben oui, mais en fait, ce sont des gens qui ont des problèmes mentaux. Ce sont des gens qui finalement sont un petit peu perturbés, qui peut-être relèvent de la psychiatrie. » Eh bien, à ce titre-là, en 2020, il y a un rapport qui a été émis par la Fondation française de psychiatrie, remis à ces deux commanditaires, que sont le CIPDR, Comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui est une instance qui, à l'époque, était sous l'autorité du Premier ministre, qui aujourd'hui est sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, et aussi la Direction générale de la santé, tout simplement pour essayer de mieux comprendre, c'est-à-dire que les praticiens puissent réfléchir sur la radicalisation à partir à la fois des études de cas, à partir peut-être de données cliniques qui commençaient aussi à s'accumuler, pour tout simplement trancher sur la question. Est-ce que finalement on a affaire à des individus qui sont perturbés, qui en tout cas peut-être sont concernés par la pathologie mentale ou non ? Eh bien, quand on lit ce rapport, qui est d'ailleurs disponible en ligne, que tout le monde peut consulter, donc nous sommes en janvier 2020, et le rapport est assez clair, c'est-à-dire que les psychiatres qui ont travaillé sur le sujet s'accordent pour dire que peut-être à l'exception d'une minorité de cas, dont on pourrait effectivement, pour lesquels on pourrait clairement évoquer une pathologie mentale, la quasi-totalité des individus qui se radicalisent ne le font pas parce qu'ils sont fous. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on peut commettre des actes barbares ou des actes que rationnellement on pourrait considérer comme insensés qu'on est soi-même fou. Je parlais des Brigades Rouges tout à l'heure. Le commando des Brigades Rouges qui a donc planifié, exécuté l'opération de l'enlèvement d'Aldo Moro, qui ont exécuté Aldo Moro, n'étaient pas fous. Après, on peut bien sûr remettre en question leur représentation, critiquer bien entendu leur motivation et évidemment condamner leurs actes, mais on ne peut pas déduire qu'ils souffriraient de pathologie mentale. En tout cas, la Fédération française de psychiatrie est assez claire et d'ailleurs assez prudemment, finalement, explique qu'il faudrait peut-être faire plus de recherches sur le sujet, mais en tout cas, qu'eux-mêmes se sentent un peu démunis, finalement. En tout cas, c'est un petit peu ce qui transpire quand on lit ce rapport. Donc, comme je vous l'ai dit, la radicalisation, on peut rationaliser cela, c'est-à-dire qu'on peut lui donner une définition, ce que j'ai fait au début de ma présentation, qui me paraît quand même pertinente. Globalement, il ne s'agit pas de représentation subjective, c'est-à-dire, encore une fois, il ne s'agit pas de dire à n'importe qui avec lequel on n'est pas d'accord, tu es radicalisé. La radicalisation s'inscrit effectivement dans ce champ qui consiste à accepter, encourager la violence, éventuellement la commettre soi-même, pour tout simplement transformer une société. Maintenant, j'ai envie de vous dire, de manière plus ramassée, peut-être un petit peu provocatrice, la radicalisation, finalement, quand on regarde les différentes formes de terrorisme, quand on regarde vraiment les différentes époques pour lesquelles nous avons des documents, nous avons quand même des éléments d'historiens également, nous avons des études de cas, nous avons des parcours de vie, nous avons également des détails opérationnels. Je ne vais pas des Brigades Rouges, mais on pourrait parler d'autres formes de terrorisme qu'il y avait en Europe, puisque on oublie que l'Europe était très, très atteinte par le terrorisme. Alors un terrorisme intérieur, comme c'est le cas d'Italie, puis également ce terrorisme international, je pense aux factions palestiniennes qui frappaient par exemple sur le sol européen. En France, on a eu plusieurs groupes, notamment Action Directe, qui, je dirais, est un peu une queue de comète en fait de cette radicalité portée par la fin des années 60, des années 70. Nous avons en Espagne un terrorisme séparatiste avec notamment ETA, l'organisation ETA, mais il y avait également d'autres groupes armés. Bref, on pourrait faire une longue énumération. Ce qui est certain, c'est que la radicalisation, finalement, c'est toujours un peu une rencontre entre une offre et une demande, quelque part. C'est-à-dire que quand on regarde des supports de propagande djihadistes, qu'on est un tout petit peu, je dirais, lucide, ou en tout cas qu'on a un regard distancé, c'est quand même un peu crétin. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de regarder une vidéo négationniste pour devenir soi-même négationniste. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, est radicalisé un individu qui est potentiellement radicalisable. Alors, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur telle ou telle personne, parce qu'on peut tous, soi-même, pendant sa vie,
passer par des moments un peu de radicalisation, où on défend des idées de manière un peu extrémiste, c'est-à-dire dans un sens binaire. On peut tous, d'ailleurs, on se construit tous, peut-être parfois quelque part à travers ce sas-là. Sauf que quand on est à l'âge adulte, quand on est dans la citoyenneté, quand finalement on se sent avoir sa place dans le corps social, évidemment, on apprend à nuancer, on apprend à se remettre en question, on apprend également à tout simplement observer le monde et accepter l'altérité. Pour certains individus, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et il est vrai que à la base de nombreux parcours de radicalisation, on observe quand même très souvent une faille, une béance, j'ai même envie de dire narcissique. Il ne s'agit pas de dire, comme parfois on a pu l'entendre, que tous les individus radicalisés, finalement, ont eu des parcours de vie difficiles, donc ça peut expliquer que. En fait, dans un certain nombre de cas, c'est vrai. Dans un certain nombre de cas, on a vraiment des parcours de vie très très difficiles, très lourds, mais dans d'autres cas, non, on n'a absolument rien de tel, c'est-à-dire qu'on a des individus qui peuvent être élevés dans des familles stables, qui ont accès à l'éducation, qui ont même parfois pour certains un bagage, un vrai bagage en termes d'études supérieures, en termes culturels, et pour autant, ces individus-là font le choix sciemment d'adhérer à une cause que moi je qualifierais de totalitaire. À partir du moment où en effet on est dans cette cause fusionnelle, qu'on rejette à la fois le corps social, qu'on rejette l'ordre social et que surtout on rejette finalement le monopole de la violence légitime qui est donc confié aux autorités, puisque la démocratie c'est ça, une démocratie c'est pas l'absence de violence, c'est la pacification de l'espace social, du débat politique, mais la délégation de la violence à des corps constitués qui, bien sûr, sont encadrés, c'est-à-dire que voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, les agents qui peut-être commettent des erreurs sont généralement quand même sanctionnés, ce qu'on oublie peut-être de préciser. Cela n'enlève pas qu'évidemment, dans une démocratie, il peut y avoir des moments de tension sociétale, de tension sociale, et que certains actes effectivement répréhensibles sont commis. Quoi qu'il en soit, l'individu qui se radicalise, j'ai envie de dire, il est déjà passé à autre chose. Il y a ce point d'entrée qui est intéressant et qui, à mon sens, n'est pas suffisamment mis en avant par les spécialistes ou les experts. C'est quand même cette victimisation qui est un point d'entrée, finalement, d'un peu tous les terroristes. Alors, je vais m'expliquer. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les violences politiques en Italie, mais ça, je crois que maintenant vous avez compris mes préoccupations, mes obsessions. Et en fait, quand on regarde un petit peu les différents types de terrorisme, c'est-à-dire les témoignages écrits par d'anciens terroristes, par d'anciens soutiens aux terroristes, ça peut être des personnes, par exemple, qui n'ont pas commis d'actes violents, mais qui ont, je dirais, créé de la ressource, comme on dit, c'est-à-dire qui ont contribué à équiper intellectuellement, idéologiquement, émotionnellement, pourquoi pas affectivement, théologiquement, bien entendu, dans certains cas, les futurs terroristes. En fait, aucun terroriste ne fait ce qu'il fait au nom du fait qu'il pourrait admettre lui-même être une mauvaise personne. Il n'y a aucun terroriste au monde, mais absolument aucun, en tout cas j'en ai jamais trouvé, qui disent « oui, c'est vrai, j'ai fait ça, c'est vrai que j'ai été un salaud ». Absolument aucun. C'est-à-dire que tous les terroristes sont dans le registre de l'auto-légitimation. Tous les terroristes vont essayer de vous expliquer « bon, je me suis peut-être trompé, j'ai peut-être pas atteint les résultats que je voulais, j'ai peut-être perdu contre l'État ». Mais en même temps, quand on se remet dans le contexte de l'époque, j'avais quand même des raisons de vouloir faire ça. Alors ça, c'est la posture qu'on appelle la posture du perdant magnifique. C'est notamment le cas de nombreux anciens terroristes des années 70 qui disent « bah oui, bon, je reconnais que j'ai pas réussi à transformer la société », ce qui valide quelque part l'hypothèse que j'ai exposée. Il y a bien la volonté de transformer, y compris par la violence, le corps social, de faire plier finalement la réalité à sa propre volonté, selon ses propres représentations. Mais en même temps, quand on regarde ce que faisait l'État, l'État était assassin, l'État était corrompu, l'État était méchant. Donc finalement, ça pouvait se comprendre que j'ai pu vouloir faire ce que j'ai fait. Voilà, donc ça, c'est cette posture. Quand on va dans les procès, j'ai assisté à certaines audiences de militants, de chefs militaires d'ETA, par exemple, j'étais très frappé par cette rigidité, l'absence totale de remise en question de leurs actes, et avec évidemment la non-collaboration avec la justice. Tout cela est assez logique finalement. Pourquoi ? Parce que le radicalisé, s'il y a bien quelque chose qui est insupportable pour lui, pour elle, pour l'individu radicalisé, c'est l'état de droit. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas admis par un individu qui se radicalise. Donc tout ça pour vous dire que nous, en tant que citoyens, on doit évidemment se préoccuper de ces personnes-là. En tout cas, on doit essayer peut-être,
à notre modeste échelle, peut-être de ne pas banaliser, de ne pas laisser banaliser certains propos, certaines postures, ou en tout cas d'être un peu vigilante sur ce qu'on entend, sur ce qu'on lit, sur un certain nombre de discours qui irriguent les réseaux sociaux, mais pas que les réseaux sociaux, c'est également dans l'espace public, c'est également dans des lieux de socialisation, parce que les réseaux sociaux sont une caisse de résonance évidemment éminemment toxique, ça c'est incontestable, mais on a un peu tendance à tout mettre sur le dos des réseaux sociaux. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, on entend même parfois dans son propre entourage des propos quand même qui doivent amener une réaction, je dirais, citoyenne. On n'est pas là, on n'est pas des procureurs, mais on est là peut-être pour réexpliquer certaines choses et peut-être préciser certaines choses. Donc, je pense que le point d'entrée du ressentiment victimaire, il est commun à tous les terroristes. C'est-à-dire que les terroristes pensent être dans leurs droits. Souvent, ils le disent d'ailleurs. Ils disent, oui, mais moi, je considérais que j'avais raison, que nous avions raison, bien entendu, puisqu'il s'agit généralement d'une cause fusionnelle et collective. Et à ce titre-là, finalement, je me suis autorisé à commettre la violence contre autrui ou à participer à la violence contre autrui. Alors, je voudrais quand même préciser un point important parce que, du coup, sur tout ce que je viens de développer, on pourrait dire ah oui, mais alors, pour vous, en fait, un individu qu'on peut qualifier de radicalisé, forcément, c'est un terroriste. Bien sûr que non, bien entendu, et heureusement d'ailleurs. C'est-à-dire que tout individu qui, à un moment donné, peut rentrer dans ce processus de radicalisation ne va pas forcément devenir un terroriste. Par contre, dans l'autre sens, ce qu'on constate, c'est que tout terroriste passe par une phase de radicalisation, qui aujourd'hui, malheureusement, peut parfois être très rapide. Je vais donner l'exemple d'une autre figure du terrorisme, de ce qu'on appelait l'euroterrorisme, Ulrike Meinhof, une femme qui était une intellectuelle, qui était au début des années 60 à la tête d'une émission politique, donc à la télévision allemande. Vous imaginez une femme qui a sa propre émission, qui donne ses analyses, donc qui a un espace d'expression absolument extraordinaire, et qui devient terroriste. C'est-à-dire que, sauf que ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. C'est-à-dire que la radicalisation de Ulrike Meinhof, elle est à la fois un peu dans l'air du temps, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a une offre idéologique collective qui existe, qui est accessible, mais il y a aussi un processus personnel, un peu d'enfermement victimaire qui fait que cette femme, qui donc rédactrice en chef d'une émission politique, donc n'a pas de problème d'argent, pas de problème de reconnaissance, elle exprime ce qu'elle a envie d'exprimer, y compris des propos parfois, des analyses très virulentes. Elle est la maman de 2 jumelles, et elle abandonne tout ça. C'est-à-dire qu'elle fait le choix, à un moment donné, il y a un point de bascule dans sa vie, et elle choisit d'abandonner sa vie pour rentrer dans la clandestinité. C'est pour ça que ce mouvement-là, cette organisation-là, d'ailleurs c'est pas un mouvement, c'est une organisation terroriste qui s'appelle la Fraction Armée Rouge, que les médias allemands d'ailleurs ont je dirais, avec une certaine misogynie nommée la bande à Bader, alors qu'Andreas Bader était plutôt, je dirais pas un comparse, mais les têtes pensantes de cette organisation étaient indéniablement sa compagne, Gudrun Henslin, si vous vous intéressez à ce sujet-là, et donc Ulrike Meinhof. Mais ça, c'est un autre sujet. Tout cela pour vous dire que la radicalisation n'est pas un fait nouveau, mais qu'aujourd'hui, en effet, elle trouve un relief parfois inattendu et surtout qu'elle nous concerne tous, puisqu'elle touche des enfants, des mineurs, et c'est peut-être cela la nouveauté de cette radicalisation des années 2000-2010 surtout, c'est qu'elle concerne des individus très très jeunes, c'est-à-dire en cours de construction de leur propre représentation. Aujourd'hui, je dirais qu'on est dans une situation faussement stabilisée, c'est-à-dire qu'il y a eu la pandémie, il y a la guerre en Ukraine, qui fait qu'on oublie un peu tous ces sujets-là. On peut observer d'ailleurs parfois localement une forme de désengagement en matière de prévention de la radicalisation, parce qu'il est vrai que dans les années 2010, il y a eu une espèce d'appel d'air, c'est-à-dire tout d'un coup des budgets ont commencé à affluer, donc évidemment tout et un peu parfois n'importe quoi a été fait pour tout un tas d'acteurs, et puis également au niveau universitaire, tout d'un coup il y a un nombre d'appels d'offres quand même très important qui a été émis, et c'est vrai qu'il y a eu une espèce de ruée finalement vers ce sujet qui intéressait que quelques spécialistes auparavant. Pour autant, aujourd'hui, il est un peu en voie de stabilisation dans le sens où on en parle beaucoup moins.
après en avoir trop parlé peut-être, que c'est une préoccupation qui doit rester constante tout simplement parce qu'aujourd'hui on commence à observer d'autres formes de comportement. Alors peut-être d'autres formes de radicalisation, c'est possible, on en parle depuis quelques années, la radicalisation notamment identitaire, des suprématistes blancs, on l'a vu aux États-Unis avec ce qui s'est passé donc au Capitole, et puis des actes évidemment, des tueries qui ont été commises, des attentats. Pour autant, il est vrai qu'en France, indéniablement, la France, qui est quand même le pays le plus touché par cette vague d'attentats islamistes dans les années 2010, le nombre a évidemment baissé très fortement, et heureusement d'ailleurs, évidemment, on ne peut que s'en réjouir. Cela ne signifie pas pour autant que l'offre idéologique a disparu. Cela ne signifie pas pour autant qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont en train tout simplement de mûrir finalement leur projet de radicalisation, qu'on ne voit pas encore parce qu'ils ne sont pas passés à l'acte. On observe effectivement un certain nombre de théories. Alors, il y a la fameuse théorie de l'hybridation, le fait qu'il y aurait une forme finalement d'alliance, d'hybridation entre des comportements qui relèvent de la délinquance de droit commun et un certain nombre d'actes de violence qui répondent à des, considérations peut-être plus de radicalisation, ou parfois une alliance opportuniste entre les deux. Ça, ce sont vraiment les spécialistes, qui continuent à travailler là-dessus. Mais en tout cas, j'étais ravi de pouvoir vous faire ce premier exposé, on va dire ce tour d'horizon global autour du sujet. Pour moi, mon objectif dans un réseau d'éducation populaire, c'est de donner des marqueurs, de donner un petit peu des clés de compréhension, de façon à pouvoir permettre à tout à chacun de s'abstraire un peu parfois de la cacophonie, de ce qu'on entend. Il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit le contraire, et puis parfois on entend des polémiques très violentes, et finalement on n'avance pas sur ces sujets. Donc c'est ce que j'ai essayé modestement de vous transmettre. Parlons laïcité, le débat. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction, et on va passer la parole au public. Qui veut poser la première question ? Moi, je ne vois pas bien l'utilité du concept de radicalisation. Le concept de terrorisme suffit pratiquement à poser le problème le plus grave dans notre société, c'est qu'on passe à la violence. Mais radicalisation, ça pourrait aussi dire « je me suis converti et je deviens un converti des plus pratiquants », par exemple. Ou c'est Zemmour qui nous parle de toutes ces théories d'extrême droite. Mais Zemmour n'est pas encore passé dans la violence et il n'est pas encore terroriste. Peut-être le deviendra-t-il. Alors, est-ce que c'est à ça qu'on peut rendre utile le concept de radicalisation ? Alors, la radicalisation, je me suis efforcé de vous donner un peu cette définition pour montrer quand même que si on agit justement en anticipation, c'est-à-dire plutôt que de réagir en réaction à, parce que c'est ce qui s'est passé dans les années 2010, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire que l'État, les services régaliens, le débat public, la parole publique, finalement, on était toujours en réaction par rapport à une actualité très intense, très forte, anxiogène, qui avançait vite. Ce qui est quand même intéressant, c'est de comprendre le cheminement idéologique, c'est-à-dire la façon dont des individus peuvent se convaincre, se laisser convaincre, que finalement, ils n'ont pas d'autre choix que la violence. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un projet finalement de transformation d'une société, d'un corps social établi. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que la radicalisation, on l'applique généralement à des individus qui sont violents dans des pays en paix. On est bien d'accord. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Mais là, on parle bien effectivement d'individus qui se vivent eux-mêmes en guerre dans une société qui ne l'est pas. Voilà, si je pouvais encore résumer les choses de manière très rapide. Donc, ce concept-là, il permet tout simplement peut-être de travailler plus en prévention, justement, de ne pas s'intéresser qu'en haut du spectre. Et d'ailleurs, pour répondre aussi à votre question de manière précise, il est vrai que l'État a aussi changé de position par rapport à ça. Quand vous regardiez un petit peu la communication institutionnelle autour de ce sujet-là, vers 2014, 2015, on va dire, 2015, ça a commencé à changer après les attentats de janvier 2015. Mais avant janvier 2015, il y avait aussi ce discours, cette parole institutionnelle qui disait « Bon, nous, la radicalisation, quelque part, les idées extrémistes, ou en tout cas ce qui peut mener au passage à l'acte, c'est pas trop notre affaire. Nous, ça ne nous regarde pas. » Liberté d'expression, liberté de conscience, c'est pas vraiment notre affaire. Nous, ce qui nous intéresse sont les individus tout en haut du spectre, c'est-à-dire ceux qui passent à l'acte. Le problème, c'est que cette approche-là a vite montré ses limites, dans la mesure où, effectivement, une société doit s'intéresser à ce qui se passe avant, pour, d'une part, peut-être mieux anticiper certains actes, peut-être mieux les détecter, et puis surtout être tout simplement mieux outillé. Donc,
Le concept de radicalisation, il est peut-être difficile à établir. Et encore, je pense que si on fait un petit effort, on peut quand même arriver à en cerner un petit peu la problématique principale. Mais je vais vous dire, le terrorisme, c'est la même chose. Vous avez des universitaires qui vous disent « Oui, mais alors le terrorisme, bon, après tout, les nazis traitaient les résistants de terroristes. Alors bon, vous savez, le terrorisme, bon, chacun donne sa définition. » Et il faut justement, je pense, sortir un peu de ce relativisme pour quand même tout simplement qualifier un phénomène qui, encore une fois, impacte l'ensemble du corps social, quand bien même on peut tout à fait entendre des petites nuances à la marge, on peut tout à fait écouter certaines objections, mais quelle que soit, je dirais, l'époque concernée, le mode opératoire, la cause commune et fusionnelle qui est adoptée, puisque pour les Brigades Rouges, évidemment, il n'y avait pas le paradis, on n'allait pas au paradis en mourant, mais certains de ces militants étaient prêts à mourir quand même, à faire mourir et à mourir eux-mêmes éventuellement. Donc je crois que c'est quand même intéressant justement qu'on puisse mieux comprendre ce processus. Vous avez cité des paramètres pour définir ce qu'était qu'une radicalisation. Quand on a le ministre de la Défense américain qui brandit une fiole en parlant d'armes de destruction massive et d'axe du mal, et qu'effectivement ça appelle à la guerre et à la violence sur une idéologie, est-ce que ça c'est une forme de radicalisation ? Alors là, vous évoquez le fameux épisode de Colin Powell, qui était donc secrétaire d'État à la Défense aux États-Unis, donc dans l'administration Bush. Je parle bien du premier mandat de Bush, qui à l'ONU effectivement a montré cette petite fiole en expliquant à l'Assemblée qu'en fait, alors on sait que bien entendu il n'y avait pas d'anthrax dans cette petite fiole, mais il dit voilà, vous avez un peu de poudre, c'est de l'anthrax et ça suffit à désorganiser la vie d'un pays. Enfin bon, il a eu un discours effectivement assez martial sur le sujet. Alors ça n'a rien à voir avec la radicalisation pour plusieurs raisons. Tout d'abord, alors on le sait maintenant, Colin Powell n'avait pas envie de faire cette présentation puisque lui-même ne croyait pas, n'adhérait pas à la ligne du gouvernement Bush je parle bien du premier mandat de Bush, on est vraiment durant son premier mandat. Colin Powell l'a fait, alors il a été évidemment très critiqué, on a dit c'est un soumis, c'est un arriviste, c'est une carpette, bon, qu'importe. Lui, il l'a fait par loyauté vis-à-vis de son administration, tout en étant pas franchement en accord, même pas du tout en accord avec cela. Il a dit publiquement regretter cette démonstration qu'il a faite lui-même, parce que finalement, il a pris sur lui la justification de la politique américaine, qu'en plus à laquelle il n'adhérait pas. Donc là, c'est plus, si vous voulez, le choix d'un représentant d'État politique qui, obéit aux ordres. Voilà. Colin Powell, c'est un militaire. Il a obéi aux ordres. Il l'a regretté. Voilà. Après, on peut tout à fait critiquer, mais si vous voulez, il n'y a pas de fond idéologique derrière. Colin Powell, on peut lui reprocher peut-être d'avoir été trop loyal. Et d'ailleurs, encore une fois, si vous lisez, si ça vous intéresse, c'est un sujet qui m'intéressait personnellement beaucoup, mais en fait, il a été marginalisé assez vite au sein de l'administration Bush, Colin Powell. Il a été marginalisé notamment par Donald Rumsfeld. Donc en fait, non seulement il s'est soumis, par loyauté peut-être, par sa culture aussi militaire, mais en plus de ça, il n'en a rien récolté. Au contraire, il n'a récolté finalement que du discrédit. Donc non, la radicalisation, c'est vraiment, si vous voulez, encore une fois, c'est le fait... pareil, la politique américaine, justement, a commis une erreur, puisque à l'époque, vous vous en souvenez, c'était la guerre contre la terreur. C'est bien cela qui a été théorisé par l'administration Bush. Sauf qu'on ne peut pas, si vous voulez, se mobiliser en tant que société contre un concept. Qu'est-ce que c'est la terreur ? La terreur de qui ? Pourquoi ? Etc. Donc je pense qu'il y a effectivement eu à l'époque une forme de mythification de l'objet. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais s'il y a bien une attitude, me semble-t-il, à ne pas avoir par rapport à la radicalisation et par rapport à tous ces sujets-là, c'est d'abord d'en faire un objet tabou ou d'en faire un objet mythique, c'est-à-dire d'être dans l'irrationnel. Je pense que la radicalisation, faut en parler de manière tout à fait décrispée, comme un fait sociétal qui est important, qui, oui, bien sûr, est lié à des actes anxiogènes, pour ne pas dire traumatogènes, mais il ne faut pas en faire un truc un peu « oulala, non, ça, on ne va pas en parler. Ah, ça, il ne faut pas en parler. » Non, si, il faut en parler, tout simplement, et de manière tout à fait dépassionnée, comme on le fait ensemble. J'ai 2 questions. La première, c'est pourquoi l'État français ne
ne parle pas de tous les actes terrorisme en France qu'ils ont déjoués. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui passe d'un radicalisé à un terrorisme ? Il y a bien forcément une notion qu'il va y avoir un déclic. Est-ce qu'elle est liée à l'émotionnel ? Est-ce qu'elle est liée au narcissisme ? Est-ce qu'elle n'est pas liée justement aussi à une notion de rejet ? Est-ce que la notion de rejet est aussi liée au narcissisme ? Alors pour répondre à votre première question, en fait, quand on lit la presse, effectivement, ces attentats déjoués, celui dont on a le plus parlé, c'est l'attentat qui visait le marché de Noël à Strasbourg. Parce qu'il semblerait que c'était peut-être l'attentat, enfin en tout cas c'était l'opération qui était peut-être la plus avancée sur un plan opérationnel. Après, il y a des autres projets d'attentats qui ont été déjoués. Je pense que généralement on en parle, mais effectivement on n'en parle pas beaucoup parce que d'abord ils ne sont pas parvenus à une phase opérationnelle, donc il n'y a peut-être pas grand-chose à en dire, et que les services qui ont fait leur boulot, j'ai envie de dire, ont arrêté les auteurs suffisamment en amont, tout en ayant quand même suffisamment d'éléments pour rendre la menace concrète. Donc finalement, c'est pas illogique qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais encore une fois, il faut se remettre dans l'état d'esprit, le contexte français. C'est-à-dire qu'on est au début des années 2000, il y a les attentats du 11 septembre. La France ne participe pas à la campagne militaire américaine en Irak. Et finalement, la France regarde autour, attentat en 2004 à Madrid, 200 morts, attentat dans les transports londoniens en 2005, il y avait également des attentats à Moscou dont on n'a pas beaucoup parlé. Donc regarde un peu des attentats tout autour, enfin pas dans tous les pays, mais dans plusieurs pays. Et donc c'est vrai que je crois qu'en France, il y a quand même le fait de se dire, finalement, nous on est moins concernés que les autres. On est un peu moins concernés que les autres. Et encore une fois, rappelez-vous, 2012, Toulouse et Montauban, tout de suite, la communication qui est en fait émise dans l'espace public, c'est de dire on pense à un militaire d'extrême droite, enfin un membre de l'extrême droite qui aurait commis ces assassinats. Donc il y avait quand même une difficulté peut-être à admettre aussi la réalité de cette menace-là. Certains spécialistes disent que c'est peut-être une menace qui a été sous-estimée, peut-être que l'implantation de l'islamisme sur le sol français a été sous-estimée, peut-être qu'en effet, il y a peut-être des signaux qui auraient dû nous alerter. Ce qui est sûr, c'est que, parce que je l'ai entendu d'un directeur d'établissement pénitentiaire, qu'en effet, il y avait déjà des remontées, après 2012, d'une libération de parole, comme je l'ai dit, vraiment préoccupante. Votre deuxième question, c'était... Qu'est-ce qui fait qu'il y a le déclic, en fait ? Il y a forcément un acte qui se passe pour qu'on passe de la passivité à l'activité. Et derrière, c'est aussi, je pense, lié peut-être au narcissisme, mais je pense aussi que c'est lié à un rejet ou à un manque de sens de sa vie. Alors, par rapport à votre deuxième question, là, vous mettez le doigt sur justement ce qui pose le plus de difficultés pour, je dirais, tous ceux qui vraiment s'intéressent au sujet de la radicalisation. C'est-à-dire que il n'y a pas, on ne peut pas modéliser scientifiquement finalement ce qu'on appelle le passage à l'acte violent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, par exemple, si dans cette pièce, il y a 50 individus qui partagent les mêmes convictions extrémistes, qui ont à peu près les mêmes motivations, qui auraient potentiellement à peu près les mêmes capacités opérationnelles, qu'est-ce qui fait que sur ces 50 individus, il y en a peut-être 5 qui vont passer en mode opérationnel et les autres qui vont peut-être en rester au stade de l'intention, des idées, mais qui ne vont pas aller plus loin. Il n'y a rien qui explique cela. Il n'y a rien. En tout cas, moi, je n'ai rien lu. Alors, il y a Fethi Benslama, psychanalyste, qui a travaillé sur la radicalisation, fait partie de ces assez nombreux praticiens à avoir travaillé sur le sujet, à avoir accumulé du matériau clinique. Et lui, il a émis une hypothèse par rapport à ce que vous dites. Il dit, à un moment donné, se produit un saut épique. Il y a un saut. Et je trouve que ça résume pas mal finalement le fait qu'à un moment donné, il y a certains individus qui font le choix de ce saut et d'autres non. C'est la raison pour laquelle la radicalisation, il faut peut-être la comprendre aussi comme une forme de choix. Et d'ailleurs, tous les retours qu'on a quand même de Syrie, rappelez-vous notamment des femmes qui partaient en zone irako-syrienne, il y a quelques années en arrière, on disait « Ah ouais, mais elles n'ont pas eu le choix, les pauvres. Ah bah oui, elles sont des victimes, on les a forcées, on les a contraintes, etc. etc. » Comme si les femmes ne pouvaient pas d'elles-mêmes faire leur choix et assumer... Non mais c'est vrai, il y avait quand même ce côté un peu paternaliste. Et donc, des femmes qui revenaient de zone irako-syrienne, au départ, n'étaient pas judiciarisées. C'est-à-dire qu'on considérait que, en gros, elles ne servaient à rien, n'avaient pas de fonction. On a évolué depuis, évidemment, largement. On a bien compris que l'adhésion idéologique, elle n'est pas propre aux hommes. Mais vous voyez, il a fallu quelques années avant qu'on réalise que, oui, effectivement,
C'est un choix, en fait. Alors, quand je dis ça, je l'intellectualise. Parfois, c'est pas un choix au sens intellectuel, mais on me réfléchit. Ça peut être un choix également motivé par d'impulsions, plutôt intuitifs. Vous voyez, c'est peut-être parfois les tripes. Mais à un moment donné, il y a l'individu qui fait ce saut, en fait. Et ça, pour le moment, la sociologie ne l'explique certainement pas, malgré toutes les recherches, les tentatives, tout le matériel accumulé en prison, des rencontres, des entretiens avec des dizaines et des dizaines de détenus, notamment des terroristes islamistes. Moi, je suis pas encore convaincu par une explication scientifique sur ce saut. Mais il y a effectivement à un moment donné ce qui se produit, et là je parle bien des terroristes, je ne parle pas de tous les individus radicalisés, on parle vraiment du haut du spectre. Il y a bien en effet un saut. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, et c'est propre à l'individu, qui lui est propre, qui lui appartient. C'est pour ça que la radicalisation, c'est aussi quelque chose d'intime, en fait. Et c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Bonjour, j'ai ma question, ça peut être un peu compliqué. Et vous avez parlé sur Ulrike Meinhof, vous avez raconté son histoire. Elle était journaliste, elle était intellectuelle et après elle a participé à l'organisation Fraction Rouge, plutôt gauche. À mon avis, il ne faut pas mettre le même panier. Et vous décrivez tous les types radicaux, tous les terroristes. Par exemple, à cette époque-là, rappelez-vous, Génération 68. Ils ont voulu l'égalité, la liberté, fraternité et pour la combattre. Ils étaient les terroristes et ils sont terroristes. Et qu'est-ce que vous pensez de la génération 68 ? Puisque vous parlez de Ulrike Meinhof et de la fraction Armée Rouge, alors tout d'abord, contrairement à l'Italie, la fraction Armée Rouge avait un réseau de sympathisants très réduit. C'est-à-dire qu'autant en Italie, les organisations terroristes avaient, si vous voulez, un cercle de sympathisants, de soutien, ne serait-ce qu'au niveau des idées, assez important, ce qui est aussi une des explications du temps que l'État italien a mis à réorganiser ses services et à vraiment finalement comprendre ce que représentaient les organisations clandestines comme les Brigades Rouges. Autant en Allemagne de l'Ouest, finalement, ces groupes-là, il n'y avait pas que la fraction Armée Rouge, il y avait d'autres mouvements, mais on se rend compte que ces mouvements-là, d'abord, étaient finalement extrêmement minoritaires en termes d'individus. C'est-à-dire que la fraction Armée Rouge représentait vraiment pas beaucoup d'individus, d'abord. Et ensuite, quand vous lisez les écrits, donc la doctrine, le corpus de propagande, on va dire ça, de la fraction Armée Rouge, puisqu'il y a des livres qui ont été publiés, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de fraternité là-dedans. On a un discours haineux qui diabolise tout ce qui est lié en fait aux institutions, alors avec une sensibilité tiers-mondiste, c'est-à-dire qu'il y a un habillage tiers-mondiste. C'est la raison pour laquelle la fraction Armée Rouge s'est retrouvée dans les camps d'entraînement jordaniens aux côtés des factions palestiniennes. Mais il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire qu'il s'agit justement d'expliquer que la radicalisation, en tant que telle, si on regarde ça de manière générique, c'est pas quelque chose qui est arrivé dans les années 2000. D'abord, c'est-à-dire qu'on a déjà des expériences de radicalisation qui aboutissent au terrorisme. Encore une fois, je parle de radicalisation là qui, pour le coup, aboutissent à des phases opérationnelles. On commet des attentats, on utilise des explosifs, on assassine des gens, bref. Mais quand vous prenez, par exemple, l'un des membres de cette organisation qui s'appelait Holger Mainz, qui est un individu qui a fait une école de cinéma, qui a donc un regard éduqué, que cette personne-là se laisse mourir de faim, parce que c'est ce qui s'est passé, il s'est laissé mourir de faim, là vous êtes quand même dans une dimension, si vous voulez, on peut parler d'une forme de fanatisme. C'est pas aberrant de se dire, bon, qu'est-ce qui a poussé cet individu qui a accès à la culture, qui avait visiblement une sensibilité artistique, à se laisser mourir de faim. Et quand on regarde l'image d'Holger Mainz, une fois c'est un peu morbide ce que je dis, mais c'est ce qui s'est passé, on a un corps décharné qui en fait est le reflet de l'image des déportés quand ils étaient dans les camps. C'est-à-dire que vous vous rappelez peut-être pas, mais l'une des accusations de la fraction Armée Rouge, et là on est peut-être dans un problème générationnel, mais là je parle vraiment de la réalité allemande, c'est de dire finalement nos parents sont des nazis, et donc on ne veut plus d'eux, et donc on va tout détruire, et on va proposer une autre société à la place. Je résume ça très rapidement et un peu schématiquement, mais c'est un peu ça quand même. Et Holger Mainz, en fait, il est allé jusqu'à pratiquer contre lui-même, d'une certaine façon, cette violence, puisqu'il s'est laissé mourir de faim. Donc, non, il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans le même panier, puisque, par exemple, il y a des dynamiques du terrorisme séparatiste. J'ai parlé de l'organisation
basque ETA, c'est pareil, il faut tout contextualiser de toute façon. Quand on aborde ces sujets-là, radicalisation, terrorisme et tous les sujets de société en général, il faut toujours contextualiser, effectivement. Sinon, en effet, on mélange tout. Pourquoi je vous disais au début que l'Italie était un laboratoire incroyable finalement de radicalisation violente, c'est parce qu'en effet, vous avez un pays d'Europe qui est en paix, on va dire. C'est-à-dire que l'Italie n'était pas en guerre contre un autre pays, par exemple. C'était une démocratie, alors avec, bien entendu, ses difficultés, ses fragilités, ses tensions, avec effectivement un parti qui avait tendance quand même à pas beaucoup partager le pouvoir, c'est vrai. Mais pour autant, on avait un pays extraordinaire sur le plan artistique, avec une vie artistique extraordinaire. Le cinéma italien de l'époque était sans doute peut-être le meilleur cinéma au monde. En tout cas, quand on voit la vie en Italie, on avait d'un côté cette vision d'un pays qui se libérait de l'influence de l'Église catholique, par exemple, qui donc une liberté, une qualité de vie extraordinaire. Puis de l'autre côté, en effet, cette face sombre de tension sociétale, de fragilité intérieure, et avec, encore une fois, des groupes terroristes mus par des idéologies différentes. Vous aviez donc des groupes d'inspiration néofasciste, mais ils n'étaient pas d'accord entre eux. Vous aviez ce qu'on appelait les rouges-bruns, Terza Posizione par exemple. Vous aviez au sein de l'extrême gauche même des rivalités, des groupes différents, c'est-à-dire vous aviez le phénomène du brigadisme avec les brigades rouges, vous aviez le phénomène de l'autonomie qui a en fait apporté une dynamique quasiment pré-insurrectionnelle en 1977, ce qu'on confond en France avec le mai 68 français, mais bon, ça c'est encore, c'est encore une autre affaire. Et vous aviez d'autres groupes armés en fait qui ont été issus des queues de comète des grands mouvements en fait de la gauche extra-parlementaire des années 60, qui se sont dissous au début des années 70 pour donner d'autres organisations terroristes. Bon, tout ça est assez complexe. J'essaie de vous le résumer rapidement, mais tout ça pour vous dire que ce qui est intéressant quand même de comprendre, c'est effectivement les dynamiques à l'œuvre dans ces processus de radicalisation, le territoire dans lequel elles s'exercent, car il est vrai que même dans la radicalisation plus récente, la radicalisation dite islamiste, il y a quand même une dimension territoriale qu'il ne faut pas négliger. Ça a été démontré assez récemment dans un rapport où en fait on se rend compte que ce n'est pas toute la France qui se radicalise. Ce sont en fait différents territoires. Et on se rend compte que ces territoires-là, alors ça peut être, c'est vrai, des grandes villes, ça peut être également des villes moyennes, ça peut être même dans quelques cas des zones rurales, je pense à l'Ariège évidemment. En attendant, ce qu'on remarque quand même, c'est que ces territoires-là, ils ont été travaillés il y a longtemps en fait, par des individus, ou des prédicateurs, ou, moi je préfère dire, des leaders charismatiques, c'est-à-dire des personnes qui ont agrégé en fait autour d'elles un certain nombre d'individus. Quand vous pensez que, par exemple, Omar Homsen à Nice est responsable à lui seul de, on ne sait pas très bien, 100, 150, 200 départs en zone irako-syrienne, sachant que lui, il est du côté d'Al-Qaïda là-bas, il n'est même pas du côté de Daesh. Donc il suffit de quelques individus pour radicaliser autour de lui, vous voyez, comme un pôle d'attraction en fait, un certain nombre d'individus. Alors, quand vous avez un leader charismatique qui n'a pas eu beaucoup le temps d'exercer son talent, il va peut-être radicaliser que son cercle familial, ce qui est déjà beaucoup, peut-être quelques copains de quartier. Et quand vous avez des leaders charismatiques, je dirais, qui ont ce vrai talent d'avoir une emprise sur les autres, ça peut se monter à des dizaines, pour ne pas dire des centaines de personnes. Donc c'est la raison pour laquelle la notion de territoire est aussi importante. Il y a des territoires où globalement il n'y a pas d'individus radicalisés. Il y en a parfois effectivement où c'est très isolé. Mais généralement quand on regarde bien en fait la cartographie, par exemple pour parler de la France, c'est à peu près la moitié des djihadistes qui proviennent des quartiers populaires. À peu près la moitié. Mais si vous regardez la région parisienne, là vous avez un effet de loupe, vous avez l'impression qu'évidemment les 3/4 ou les 2/3 proviennent des quartiers populaires. Ce qui est faux en fait quand on prend les choses au niveau national. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement il y a des biais de proportionnalité aussi auxquels il faut être attentif. Oui, alors on sait que les personnes qui se radicalisent le font via les réseaux sociaux, le prosélytisme qui a lieu sur ces mêmes réseaux et Internet. Et justement, ma question, c'est la suivante. Qu'est-ce que vous savez du travail qui est fait des propriétaires de ces réseaux quant à la modération? On sait qu'il y a des modérateurs, etc. Quels sont les résultats? Est-ce que c'est... Voilà, c'est ma question. Donc là, vous évoquez un autre aspect sensible de la prévention de la radicalisation. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis déjà quelques années, il y a quand même des pressions politiques
mais aussi de la société civile, puisque récemment Google a été condamné et la condamnation a été vraiment confirmée en cours de cassation, sur effectivement peut-être le manque d'investissement de ces acteurs, des GAFAM. Alors Facebook a fait des efforts quand même. Je dis pas que je suis pas un supporter de Facebook, mais c'est vrai que si on prend 2014 où il y avait florilège de comptes pro-Daesh par exemple, où les gars ils utilisent Facebook et puis pas de problème, ils postent des photos à la gloire de Daesh, etc. Des vidéos aussi. Il y a quand même beaucoup de comptes qui ont été fermés, des dizaines de milliers de comptes qui ont été fermés. Mais c'est vrai que les modalités de la modération, c'est-à-dire le fait de... Alors là pareil, je parle en tant que citoyen. En tant que citoyen, on utilise ces outils-là parce que malheureusement, ils sont un peu incontournables, même si on les utilise de manière modérée, c'est mon cas. Mais c'est vrai qu'on est en droit de savoir ce que des acteurs qui pèsent autant finalement dans notre vie mettent en place pour effectivement ou fermer le robinet ou en tout cas l'atténuer fortement. Twitter semble être un très mauvais élève en la matière, puisqu'encore une fois, Twitter a fait l'objet de plusieurs procès, des condamnations. Je crois que c'est un rapport de force qui se construit année après année, avec des concessions qui sont faites. Et puis aujourd'hui, il y a d'autres plateformes, il y a d'autres supports. Donc de toute façon, j'ai envie de vous dire que la parole extrémiste trouvera toujours un moyen de s'adapter de toute façon. C'est-à-dire que même si vous fermez un robinet ou si vraiment vous faites en sorte qu'il n'y ait plus qu'un petit filet d'eau tiède, il trouvera autre chose, il trouvera un autre accès. Voilà. Donc j'ai envie de dire c'est sans fin, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas se mobiliser. Et à mon sens, il y a un déficit sur les réseaux sociaux, justement, de paroles, de promotion de la démocratie, des valeurs républicaines. Alors, la promotion, effectivement, des valeurs républicaines, c'est pas juste dire « Ah, la République, c'est bien ». Parce que ça, on le fait tous, mais on voit bien que ça suffit pas. Il faut peut-être aussi éduquer un peu les gens, mais d'abord s'éduquer soi-même, et puis éduquer les gens, justement. On parlait des formations sur les valeurs de la République, la laïcité, sur le fait que, finalement, les valeurs de la République, quand on y réfléchit quand même pas très longtemps, on est quand même tous gagnants, en fait. Y compris les croyants. Et j'ai même envie de dire, quelque part, y compris les extrémistes. C'est-à-dire que la démocratie a la capacité, en tout cas la République, d'accepter un certain seuil d'idées, d'expression d'idées, qui n'auraient même pas droit de citer dans un régime plus autoritaire. Donc vous voyez, le paradoxe, il est là. C'est qu'en fait, ces individus-là, quelle que soit la cause qu'ils embrassent, estiment qu'ils sont en guerre et que donc ils doivent répondre par la violence, alors qu'ils vivent dans une société pacifiée. Mais une société pacifiée ne veut pas dire on est bien d'accord. Société parfaite, je ne dis pas que tout est parfait, je ne dis pas que tout est extraordinaire, qu'il n'y a pas de tension sociétale, c'était le cas notamment en Italie, mais globalement, on n'est pas dans des pays en guerre. C'est le paradoxe. Bonsoir. Est-ce que le terme de radicalisation s'associe forcément à quelque chose de négatif ? C'est en tout cas ce que je comprends. Ma question, est-ce que Gandhi a mené une forme de radicalisation ? Est-ce que nos Iraniennes actuellement sont dans une démarche de radicalisation ? Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Alors vous avez raison sur le fait que l'usage du mot que l'on fait renvoie en effet à des actes négatifs, pour ne pas dire répréhensibles. Il est évident que j'aurais du mal personnellement, mais là ça n'engage que moi, à qualifier Jean Moulin d'individu radicalisé. J'aurais du mal à qualifier les Iraniennes en disant « hop, ce sont des individus radicalisés ». Ça me paraît absurde, d'autant plus que les Iraniennes qui, pour le coup, perdent la vie en enlevant leur voile, pendant que d'autres font la promotion du voile chez nous, mais en sécurité, bien sûr, ne prennent pas de risques. Je pense que là, on sait qu'elles ne sont pas dans un régime, elles ne vivent pas dans un régime démocratique, en tout cas qui respecte un certain nombre de libertés fondamentales. Je fais allusion, bien sûr, aux libertés telles qu'elles sont décrites dans le document de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bien entendu. Donc non, je ne qualifierais pas ces individus de radicales. Après, si on enlève ce mot radicalisation, on peut considérer en effet que des individus, pour des combats tout à fait défendables, ont pris des décisions radicales. Effectivement, on peut dire De Gaulle quand même, franchement, oui, il a été dans la rupture. Mais c'est pas dans le sens de radicalisation, c'est dans un autre usage en fait du mot. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le problème du vocabulaire qui est, je dirais, finalement archi-usé dans le débat public ou même la parole politique, c'est que radicalisation, on pense terroriste.
Mais en fait, non. Encore une fois, tout individu radicalisé, pour le coup, là, on n'est plus dans les actes qu'on vient de décrire, ne devient pas forcément terroriste. Mais c'est comme les fiches S. Tout le monde a entendu parler des fiches S. Et donc, dans l'esprit des gens, fiche S égale fiche islamiste égale fiche terroriste, ce qui est faux. Fiche S ne veut pas dire fiche terroriste, ni fiche islamiste. Il y a un autre fichier pour ça. Donc, c'est pour ça qu'en effet, il y a des choses qu'il faut un peu peut-être déconstruire parfois. Et c'est vrai que ça nécessite effectivement de prendre du recul. C'est pas toujours facile, avec ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre, puisqu'il y a effectivement régulièrement parfois des erreurs sur ces sujets-là. Bonjour. Alors, du coup, vous aviez notamment abordé la question justement des propos qui sont tenus. C'est ce qu'on disait, on parle des réseaux sociaux, mais il y a aussi évidemment cette idée de l'entourage proche, de choses qu'on peut entendre. Vous aviez dit effectivement que c'est un devoir, un travail citoyen. Mais en pratique, je m'interroge simplement sur, je pense à des témoignages, notamment celui de Véronique Roy, je ne sais pas si vous avez lu son ouvrage, qui parle justement de cette radicalisation de son propre fils qu'elle observe, qu'elle voit monter crescendo, face à laquelle elle ne trouve pas ou peu d'interlocuteurs, et qui finit par partir en zone irako-syrienne. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen face à des individus je parle pas des réseaux sociaux, je parle vraiment dans sa sphère, à son échelle, qu'est-ce qu'il est possible de faire en pratique ? Alors bien entendu, je vous rassure, je ne suis pas en train de... Alors, je ne veux surtout pas être donneur de leçons, parce qu'effectivement, d'abord, des comportements de rupture, qu'il s'agisse de radicalisation ou pas, pour des parents, c'est très compliqué, de par leur place en fait de parents, tout simplement. Donc il ne s'agit pas de juger, par exemple, vous avez des individus radicalisés, qui proviennent eux-mêmes d'un écosystème radicalisé. Je vous ai parlé des attentats de Toulouse et Montauban. Donc là, en effet, on peut dire qu'il y a aussi une part de responsabilité familiale. Mais dans de très nombreux cas, il n'y a pas d'écosystème de radicalisation. Il n'y a même pas d'antécédent de religiosité chez les parents. Donc non, il ne s'agit pas évidemment de dire... l'histoire de Quentin Roy, elle est évidemment tragique, comme celle d'autres jeunes. Et en effet, oui, en tant que parent, je crois, mais... Sans état d'âme, que oui, on est très démunis. Après, je pense qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a des parents qui ont qui ont fait le choix, tout simplement, de faire un signalement au service autorisé. Alors peut-être que dans certains cas, peut-être que ça n'a pas servi à grand-chose, peut-être qu'en fait c'était une fausse alerte, comme on dit, mais dans d'autres cas, ça a été effectivement très utile pour les services. Et en effet, ça a peut-être permis de déjouer certains actes. Mais en effet, il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est que un citoyen peut quand même faire un signalement, voilà, tout simplement. Si on fait le décompte en France du nombre d'attentats, de morts d'attentats sur, mettons, ces 5 dernières années, on doit être autour peut-être des 500, 600, je ne sais pas, vous le savez mieux que moi, ou peut-être moins que ça, je ne sais pas. Dès qu'il y a le moindre attentat, c'est-à-dire dès qu'il y a le moindre personne qui se fait blesser avec un couteau ou quoi que ce soit, on parle tout de suite d'attentats et de choses comme ça. Je vais prendre une autre image, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son ex-conjoint ou de son conjoint, ça fait beaucoup plus de morts. Est-ce que le fait de parler à chaque fois des attentats, de la radicalisation, de tout ça, ne crée pas ou des vocations, ou justement fait le jeu des terroristes, puisque tout le monde commence à avoir de plus en plus peur, de façon, même si c'est bien sûr horrible, ça c'est pas le sujet, mais en même temps, si on regarde en termes de mortalité réelle, il y a des choses qui tuent beaucoup plus. Est-ce que justement on fait pas le jeu des terroristes, d'en parler, à chaque fois qu'il y a le moindre coup de couteau, le moindre truc, on parle tout de suite d'attentats, voilà. Alors, le premier argument qui est quantitatif, c'est un argument que j'entends régulièrement. Même Michel Serres l'a dit de manière en disant en gros, oui, mais le terrorisme, ça tue pas beaucoup de gens, etc. D'abord, je ne sais pas ce qu'on peut entendre par beaucoup, trop peu, etc. Il faut faire attention à cette rhétorique. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que finalement, on peut tout banaliser. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut parler des accidentés de la route. Puis après, il y a ceux qui vont vous dire « Oui, mais attendez, le cancer tue bien plus. Donc arrêtez de nous bassiner avec les accidents de la route. » Et c'est sans fin, en fait. Et finalement, on ne parle plus de rien. En effet, Dieu merci, la mortalité qu'on peut attribuer au terrorisme dans un pays comme la France, parce que vous avez dans d'autres pays, c'est pas le cas. C'est des dizaines de milliers de morts. En France, en effet, ces dernières années, on est à peu près un peu plus de 250 morts qui sont attribués au terrorisme. On peut trouver que c'est finalement pas grand-chose. On peut raisonner comme ça. Le problème, c'est que si on raisonne comme ça, effectivement, à ce moment-là, on va commencer à faire une forme de concurrence
victimaire, on va dire, bon, quelles sont les personnes mortes en France, par exemple, du fait d'actes racistes ? On va se rendre compte que c'est pas 15 000 personnes, 30 000 personnes ou 100 000 personnes. Et donc, du coup, on banalise tout. C'est-à-dire que du non, finalement, c'est pas grand-chose. En fait, il y a un aspect, c'est ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire que le terroriste, lui, il frappera toujours quelques individus. Même s'il y a eu l'attentat du 11 septembre, qui est hors norme, je dirais même que l'attentat commis par Anders Breivik à Utøya est totalement hors norme par rapport au contexte de son pays, du territoire où ça s'est passé, et je dirais même par rapport au mode opératoire. Donc vous aurez toujours quelques attentats complètement hors normes dans nos pays à nous. Parce que si vous allez en Afrique, si vous allez dans certains pays, les morts se comptent par centaines, par milliers. Le problème, c'est l'aspect également, c'est l'intentionnalité qu'il y a derrière. C'est-à-dire que vous avez par exemple des personnes qui ont perdu un proche dans un accident de la route, du fait d'un chauffard, ce qui est évidemment terrible, et il ne s'agit pas de faire une hiérarchie. Le problème, c'est que parfois eux-mêmes veulent faire une hiérarchie. Ils disent oui, mais on parle du terrorisme, mais en fait, c'est rien par rapport à... En fait, on n'est pas dans une concurrence de victimes. C'est-à-dire qu'il faut effectivement bien comprendre que le terroriste, il veut frapper l'ensemble du corps social. Encore une fois, il va cibler quelques individus pour nous frapper tous, collectivement. Et en disant cela, je ne mets pas de côté effectivement les violences conjugales, les féminicides, tous les autres sujets en effet qui doivent préoccuper la société et qui nous concernent également tous en tant que citoyens, que ce soit également la délinquance routière, etc. Mais je pense qu'il faut faire attention à cette tentation, mais je l'ai entendu très souvent, en effet, de dire bon bah finalement, quand on regarde le nombre de morts, c'est pas énorme. C'est sûr, il n'y a pas 1 million de morts du terrorisme, mais est-ce qu'il faut attendre d'avoir 1 million de morts ou 500 000 morts pour réagir ? Non, je ne crois pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est le projet qu'il y a derrière, en fait. Donc, l'aspect statistique, j'avoue, j'ai du mal à retenir. Après, par rapport aux médias, effectivement, bien entendu, vous avez aujourd'hui, je dirais, une instantanéité de l'information qui fait que beaucoup de journalistes, c'est notamment le cas de l'info en continu, sont amenés à produire. Et je dirais pas forcément de l'information, parce que les pauvres, parfois, ils ont vraiment pas le temps de faire de l'information. Donc, ils font du flux. Vous savez, on est dans une logique de flux. Donc, oui, on peut considérer que ça peut servir, en effet, la volonté des terroristes d'impacter tout le corps social, c'est-à-dire de terroriser le corps social, de montrer finalement qu'on est fort. Parce que tous les terroristes savent qu'ils sont minoritaires, ils le savent. Ils savent bien qu'ils proviennent de groupes minoritaires, mais ils veulent montrer à la majorité qu'ils sont les plus forts. Donc en effet, les médias, parfois, une mauvaise utilisation des outils d'information peut avoir effectivement des conséquences alors très critiquables, là je parle en tant que citoyen, et très critiquables peut-être sur un plan sécuritaire. Après, vous dire, est-ce qu'ils font le jeu des terroristes ? Je pense qu'ils ne le font pas volontairement, mais parfois, en effet, on peut critiquer, et là encore une fois, on a droit en tant que citoyen de critiquer certains articles, certains sujets, mais vous voyez, pour prendre un autre exemple, par exemple la délinquance routière avec Pierre Palmade, c'est un fait tragique, et je trouve que c'est important, évidemment, moi je me suis identifié tout de suite aux victimes. Pour autant, parler de ça toute la journée pendant des jours et des jours et des jours pour répéter finalement ce qu'on savait déjà dès les 2 premiers jours. On savait en gros ce qui s'était passé, on savait pourquoi. Là, on n'est plus pour moi dans l'information, on est dans ce qu'on appelle l'infotainment. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on utilise en fait un fait divers, un fait qui impacte émotionnellement le plus grand nombre, et on déroule là-dessus, parce qu'on sait que tout le monde a entendu parler de ça, mais là, ce sont des ressorts effectivement plus émotionnels, quoi. Oui, bonsoir. Je reviens sur la radicalisation. Est-ce que c'est pas un concept bien facile, quelque part, pour ne pas parler de la violence ? Parce que tout ce que vous venez de nous dire, derrière, il y a de la violence. Violence subie, violence ressentie, réelle ou virtuelle. C'est la violence qui pose problème. Or, la violence, ça voudrait dire se poser des questions. Par exemple, vous parliez tout à l'heure des, comment on appelle ça, les bassines, là, ce qui s'est passé à Sainte-Soline, voilà. La violence, d'où est-elle venue ? Des lanceurs de cailloux ou des lanceurs de grenades ? Ça pose le problème de cette violence permanente dans laquelle on vit. Il y a une guerre à 1000 km d'ici. C'est pas ça finalement le déclencheur du passage entre la radicalisation et le terrorisme. Quelqu'un qui à un moment donné va plus supporter cette violence et va relancer de la violence en contre. Alors là on parle de l'intentionnalité. Alors concernant la radicalisation, comme vous le savez, il existe d'autres actes de violence qui consistent à frapper le corps social, mais
pas avec un agenda idéologique, c'est-à-dire pas au nom d'une idéologie. Je pense notamment à la tuerie de Columbine, vous savez, du lycée de Columbine en 1998 aux États-Unis, avec ces deux jeunes qui montent une opération qu'on pourrait qualifier de paramilitaire d'une certaine façon. Ils prêtent des longs manteaux, ils commandent des armes automatiques, ils vont dans leur école et ils ont tué à peu près une quinzaine d'élèves et un enseignant. Ces deux personnes-là, on pourrait se dire, ah bah ouais, c'est des terroristes. Ah ouais, ils font comme les terroristes, ils tuent tout le monde, c'est des terroristes. En fait, aux États-Unis, vous avez effectivement ce phénomène qui est très présent, alors pas qu'aux États-Unis, mais très présent aux États-Unis, qui est donc ce qu'on appelle les tueries de masse. Et là, en fait, dans le cas de Columbine, il n'y avait pas d'agenda idéologique. C'est-à-dire qu'on avait en fait deux jeunes qui souffraient, je dirais, de pathologie mentale. Alors l'un qui avait un profil plutôt suicidaire en fait, et qui voulait détruire pour partir, pour résumer les choses. C'est-à-dire que lui, sa motivation, c'était en fait de mourir. Mais en mourant, il voulait en emporter quelques-uns avec lui. Et l'autre individu, qui lui était plutôt un psychopathe. C'est-à-dire qu'il y avait des pulsions de violence. Lui, il voulait faire souffrir, mais faire souffrir de manière tellement forte qu'il était prêt à mourir pour ça. Et c'est en fait l'alliance des deux, à la fois psychologique, avec sans doute une emprise exercée sur l'autre, enfin l'un qui exerce une emprise sur l'autre, et cette alliance opérationnelle qui a rendu possible ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas de terrorisme là-dedans parce qu'en fait, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a rien. Et donc, quand ils ont fait une vidéo de revendication un peu pathétique, malheureusement, où ils sont là avec leurs armes, en train de parader, ils essayent d'être un peu haineux, mais en fait, ils savent pas où ils sont, quoi. Ils sont déjà ailleurs. Donc, le problème, c'est que si on parle de la violence en général, on aboutit à des concepts finalement un peu abstraits. Le mal, la violence, et on déresponsabilise les auteurs. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, par exemple, un individu qui commet un féminicide pourrait dire à ce moment-là, ah oui, moi, ma femme a voulu me quitter, vous ne vous rendez pas compte que c'est violent. Ah ok. Peut-être que dans certains cas, c'est même sans doute le cas, lui a ressenti ça de manière violente. Mais c'est pas parce qu'on subit soi-même des violences, ou plutôt qu'on a peut-être une difficulté avec nos propres émotions, que ça nous autorise à être violent envers l'autre. Donc non, je pense qu'on a la chance de vivre justement dans un système de société où on peut se permettre justement de réfléchir, c'est-à-dire de mettre entre parenthèses ses propres affects, ses propres émotions, ses préjugés, et ça demande un effort, mais à moi le premier, pour justement réfléchir là-dessus. C'est-à-dire que là, j'ai pas parlé de ce qui s'est passé à Sainte-Saline, là c'est encore pour moi un autre sujet, mais de toute façon, encore une fois, quand vous regardez la presse des années 70, je suis désolé, moi j'ai quand même du mal à entendre avant il n'y avait pas de violence. Aujourd'hui c'est de plus en plus violent. Quand vous regardez la presse des années 70, vous vous rendez compte du nombre de faits divers absolument atroces, de choses atroces qui se passaient dans des petites villes, dans des villes moyennes, qui faisaient l'objet de ce qu'on appelait, vous savez, la rubrique des chiens écrasés. Ça, c'était un petit article comme ça, on en parlait, bon, mais c'est absolument atroce. Vous aviez également des scènes de violence collective à Paris, en plein Paris, vous aviez des émeutes. Alors, je vous dis pas que la France était à feu à sang, c'est pas vrai. La France était un pays stable, on était encore quand même, on commençait à parler de la crise, parce qu'il y avait le choc pétrolier, on commençait à parler de la crise économique, mais bon, il y avait des bandes, il y avait de la violence juvénile, il y avait des squats, il y avait la drogue, il y avait tout ça. Donc, j'ai envie de vous dire, normalement, une société démocratique, elle est censée intégrer un certain seuil, on va dire, d'acceptation de difficultés, de violence, et j'oserais même dire de corruption. Une société pure, ça n'existe pas. Et à chaque fois qu'il y a une tentation, justement, de mettre en place une société dite pure, on sait ce que ça a donné. Ça a donné généralement des génocides. Ce que je veux dire par là, c'est que l'individu radicalisé, si vous voulez, il va se nourrir de ce qui lui arrange, en fait. Vous avez sur le marché, en fait, du ressentiment victimaire, vous avez une offre, effectivement, mais si l'individu est en demande, il va puiser quelque chose, il trouvera toujours quelque chose à puiser. Ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Mais c'est vrai qu'on constate quand même que plus vous avez une offre visible et facile d'accès, plus vous avez potentiellement des individus qui vont tout simplement s'armer émotionnellement, éventuellement intellectuellement, pour ceux qui réfléchissent un peu, et pour tout simplement se radicaliser. Oui, la radicalisation, c'est aussi, je pense, s'enfermer dans ses idées, d'être un peu sectaire et d'aller jusqu'au bout d'idées qui peuvent être antidémocratiques. Mais il y a un moment où il y a le saut du terrorisme, qui est vraiment un saut, vous l'avez un peu expliqué tout à l'heure, mais c'est un saut. Et par rapport à ce saut, qu'est-ce qui est le plus efficace ? Les méthodes policières de prévention, de détection, puisque
Le ministre de l'Intérieur nous dit qu'il en a détecté je ne sais pas combien d'attentats prévisibles. Est-ce que c'est ça le plus efficace ou est-ce que c'est le débat démocratique comme on l'a ici, les échanges, etc. Qu'est-ce que ça pèse à côté des méthodes policières par rapport, je dis bien, au terrorisme? J'ai envie de vous dire que, je reprends le cas italien, ce qui est indéniable dans le cas italien, donc c'est factuel, c'est pas moi qui porte un jugement, c'est que la répression policière et la réorganisation des services de renseignement, plus peut-être, parce que ça suffit pas, mais plus, je dirais, la perte d'adhésion en fait des sympathisants a fait que les Brigades Rouges, en fait, lorsque les Brigades Rouges ont enlevé et exécuté Aldo Moro, elles ont signé le début de leur fin. C'est ce que disent les historiens, c'est ce que reconnaissent a posteriori, en faisant la grimace, les leaders des Brigades Rouges de l'époque. ETA, par exemple, je parlais d'ETA. ETA, en fait, a commencé à perdre finalement contre l'État espagnol pour plusieurs raisons. Tout d'abord, leur chef charismatique, intelligent, stratège, a été capturé par la police. Donc déjà, ils ont perdu à un moment donné leur tête pensante. C'était au début des années 90. Donc il y a déjà un premier coup de frein. Ensuite, quand une organisation terroriste est, je dirais, un peu aux abois, généralement, elle a tendance à être dans la surenchère de la violence. Parce qu'au contraire, plus elle est affaiblie, plus elle veut montrer qu'elle peut frapper et donc être toujours puissante. Et là, ça amène évidemment à la mise en place d'opérations qui peuvent vous couper de vos sympathisants. C'est-à-dire que les Brigades Rouges, lorsque les Brigades Rouges ont assassiné un syndicaliste, Guido Rossa, là tout d'un coup, il y a quand même des gens qui avant soutenaient les Brigades Rouges, qui disaient que les Brigades Rouges avaient raison de faire ce qu'elles faisaient contre l'État italien. Là tout d'un coup, il y a une partie des sympathisants qui disent « ou non, là c'est pas possible, là je peux pas les suivre ». Dans le cas de Théa, en fait, ce qui a beaucoup joué aussi, c'est également la reconnaissance, en fait, d'implication de la société civile dans le statut accordé aux victimes du terrorisme. L'Espagne, il y a une dizaine d'années, était clairement le pays pionnier pour toutes les associations de victimes du terrorisme, y compris en France. C'est-à-dire que c'était le pays qui avait tout simplement accordé une forme de distinction, de reconnaissance officielle aux victimes du terrorisme. Pourquoi ? Parce que l'État espagnol avait très bien expliqué, très bien compris que à travers les victimes, c'était bien l'État, la démocratie qui était visée et frappée. Et à partir du moment où la société civile a commencé à se mobiliser autour des victimes, mais je parle de manifestations dans les années 90 d'1 million de personnes, ça paraît dingue quand on y pense, mais c'est 1 ou 2 millions de personnes dans les rues pour dire basta, stop. Ben là, les terroristes commencent vraiment à perdre. Donc j'ai envie de vous dire, il faut, on va pas se mentir, c'est pas uniquement avec le débat démocratique qu'on aura des terroristes. Ça se saurait, puisque un individu qui est radicalisé, il voit effectivement les choses de manière binaire, très manichéenne, il n'est pas amené, il n'est pas outillé pour se remettre en question de lui-même. Donc si vous n'avez pas effectivement une pression policière, mais ça c'est pas notre boulot, c'est le boulot de l'État de faire ça, à l'État de faire son travail. Et nous en tant que société civile, peut-être d'assécher finalement les capacités de sympathie, d'adhésion aux idées qui nourrissent les terroristes et dont se revendiquent les terroristes. Les terroristes, si vous voulez, ils vont continuer à évoluer comme des poissons dans l'eau, si j'ose dire. C'est les deux, en fait, j'ai envie de dire. C'est à la fois quand même la force, parce qu'il ne faut pas être angélique. On a quand même des individus extrêmement déterminés en face. Et je pense que s'il n'y avait pas eu la mobilisation de nos services, avec peut-être des erreurs qui ont été commises, je ne sais pas, je ne suis pas là pour en juger. Et puis, je n'ai pas de légitimité pour les juger, mais il y aurait eu plus d'attentats, très certainement. J'ai envie de vous dire que de toute façon, symboliquement, quand un attentat parvient à sa phase opérationnelle, c'est un coup de canif dans le contrat social. C'est-à-dire que quelque part, l'État qui est là pour protéger ses citoyens, il est pris en échec. Quel que soit l'État, quel que soit l'attentat, quel que soit le contexte. Et les terroristes le savent très bien. Et le meilleur service qu'on peut rendre aux terroristes, et je l'ai parfois entendu, rarement, mais je l'ai parfois entendu, c'est certaines victimes du terrorisme qui disent « Ouais, mais moi, de toute façon, à la limite, les terroristes, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Moi, j'en veux surtout à l'État. » Là, le terroriste, il a vraiment gagné. Tout à l'heure, vous avez parlé de Quentin Roy. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Oui. Alors Quentin Roy est un jeune homme qui en fait s'est radicalisé à Sevran en fréquentant notamment un individu qui en fait était un jeune très impliqué d'ailleurs dans les activités associatives. J'ai parlé à des gens qui le connaissaient, ce jeune d'ailleurs.
et qui, je vous rassure, s'assisait pas sur son visage, qui était radicalisé, pas du tout. Il était très doux, très sympa, il parlait avec tout le monde, etc. Et il se trouve qu'on a découvert que ce jeune, effectivement, avait organisé le départ en zone irako-syrienne de 2-3 jeunes du quartier, on va dire. Je sais plus combien ils étaient, 2, 3, 4, 5, pas beaucoup, mais il y a quand même un petit groupe. Et donc malheureusement Quentin Roy a trouvé la mort là-bas et donc sa maman effectivement a écrit un livre, a témoigné. Il y a eu une association créée en fait par des parents, par Dominique Bons, dont les 2 fils se sont radicalisés et dont les 2 fils ont trouvé la mort dans des opérations suicides. Et ces 2 fils avaient été rendus un peu célèbres avec une vidéo dans laquelle ils menaçaient directement François Hollande. Donc effectivement, je crois que il n'y a pas grand-chose à ajouter parce que vous avez un leader charismatique, vous avez effectivement un quartier dans lequel il y avait un accès à cette offre-là, puisque c'était près d'une mosquée. Quentin Roy s'était converti. Ça ne veut pas dire qu'il était destiné à être terroriste, bien entendu. On peut se convertir à notre religion, c'est pas pour ça qu'on est terroriste. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, dans le terrorisme islamiste, il y a quand même cette spécificité en fait, de la surreprésentation d'individus convertis. Ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Il ne s'agit pas de dire que ce sont que des convertis qui deviennent des terroristes, mais il y a quand même une proportion relativement importante d'individus convertis. On ne peut pas en faire une règle, malheureusement. Voilà. Parlons laïcité. Une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. On va faire un petit tour du côté de notre Jean-Cry, qui, depuis le début de l'émission, dessine. Et voyons voir un petit peu le résultat. Jean-Cry, à toi la parole. Oui, merci. Alors, on parlait tout à l'heure de radicalisation et de discours victimaire. Donc, j'ai dessiné Calimero avec une ceinture d'explosifs et qui dit « Le monde est vraiment trop injuste ». Alors, c'est peut-être un truc de vieux, Calimero, par contre, je sais pas. Non, ça va ? Ok, super. J'ai pris aussi sur le principe de la définition de radicalisation, du latin radicalis, qui se rattache à la racine, et j'ai dessiné un homme qui a un arbre qui pousse dont les racines partent du cerveau, avec des gens pendus, pour ceux qui se souviennent de Strange Fruit, les pendus du Ku Klux Klan. Donc voilà, justement les racines qui prennent dans le cerveau et voilà. Et puis ça m'a bien inspiré tout ça. Un autre dessin aussi où on voit comprendre la radicalisation. Donc là, je me suis parti sur le titre de votre exposé, avec une blonde type Marilyn et puis à côté une femme en burqa où on voit plus rien. Et la blonde dit, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'il vaut mieux être un homme qu'une femme par rapport à la radicalisation. Et puis des dessins un peu plus vite faits, mais que j'ai amenés quand même parce que je réfléchissais un petit peu avant de venir. Comprendre la radicalisation, où là, je fais un monsieur qui tient son pied dans la main, son bras qui a un œil arraché et tout ça, et il dit comprendre la radicalisation peut-être, mais c'est pas cool quand même. Et puis le dernier, on le prendra, mais c'est d'actualité, On a un poupon qui hurle dans son couffin et qui dit la retraite à 74 ans. Et il y a quelqu'un qui dit il se radicalise ce bébé. Voilà, j'ai dit. Parlons laïcité. Alors, il y a un élément aussi qu'on peut questionner. Parfois, on a entendu le terme de déradicalisation. Visiblement, ça n'a pas trop marché. Est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux, un petit quid sur cette notion de déradicalisation ? Sur cette notion de déradicalisation qui n'est toujours pas évidemment attestée sur un plan scientifique, mais en gros, pour résumer les choses, ce serait une méthodologie ou en tout cas un processus qui viserait à amener un individu à renoncer totalement à ses convictions idéologiques, c'est-à-dire à devenir tout d'un coup modéré, à l'écoute de l'autre, peut-être à remettre en question ses convictions. En fait, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de méthode. Alors, il y a peut-être un malentendu quand même autour de la déradicalisation. On a beaucoup parlé à un certain moment d'un réseau d'associations en Allemagne, donc Exit Deutschland, qui effectivement n'a pas monté des programmes de déradicalisation, enfin pour moi en tout cas, c'est pas comme ça que je les perçois, mais plutôt des programmes de réinsertion qui s'adressaient à des anciens néo-nazis.
Et c'est vrai que l'Allemagne, donc, qui travaille évidemment, qui est très concernée, très travaillée par ce sujet de la radicalisation d'extrême droite, d'inspiration néo-nazie, et a été confrontée, notamment à travers le phénomène du hooliganisme, à ce phénomène de groupes violents, de bandes armées. Il y a également eu une affaire dont on n'a pas beaucoup parlé en France, mais une série d'assassinats, donc là, qui relève du terrorisme. Alors, par 3 individus, 2 hommes, une femme, qu'on a appelé la cellule de Svico, qui a assassiné une dizaine d'individus en fonction de leurs origines, parce qu'ils étaient identifiés comme étant des immigrants d'origine kurde ou turque, ainsi qu'une policière, puisque ces individus commettaient également des braquages. Et les autorités allemandes ont été quand même assez sévèrement critiquées, et je pense un peu à juste titre, en disant en gros vous avez classé ces assassinats comme ça, comme des règlements de compte communautaires, enfin peut-être avec un peu de mépris, alors qu'en fait non, on voyait bien que c'était sur plusieurs années les mêmes individus, le même mode opératoire. Tout ça pour dire que Exit Deutschland, effectivement, a permis à des anciens néo-nazis qui voulaient se sortir finalement de cet engagement qui était le leur. Alors pour différentes raisons, hein. Peut-être parfois que quand on vieillit, on en a peut-être marre d'aller se taper tous les week-ends au stade de foot. Peut-être que en fait, on se rend compte que tout ça, c'est un peu débile de faire le salut hitlérien avec ses copains et qu'on a envie d'une autre vie. En tout cas, il y a des individus qui effectivement voulaient sortir de ces groupes-là. Le problème, c'est que tout le monde se connaît et qu'évidemment, vous n'avez pas envie d'être victime de représailles ou d'être accusé d'être un traître, une balance, une chochotte, etc. Bref, toutes ces raisons fait que ces individus-là ont pu s'adresser à Exit, qui les a aidés souvent à changer de ville, à avoir un nouveau travail, à changer de vie en fait. Et donc c'était vraiment une association qui travaillait sur la réinsertion. Et c'est devenu, peut-être de manière un peu raccourcie, mais aussi peut-être parce que l'association a un peu fait du marketing là-dessus, je ne sais pas, il faudrait creuser le sujet, c'est devenu en fait, oui, la déradicalisation ça marche, regardez les néo-nazis. Sauf que quand on regarde, je reviens toujours au cas italien, parce qu'il est vraiment protéiforme et très riche, vous n'avez pas de déradicalisation. Vous avez des individus qui, effectivement, pour certains, ont compris d'eux-mêmes que ce qu'ils ont fait, c'était évidemment pas vraiment défendable, en tout cas que ça menait nulle part. Donc ils ont décroché, c'est-à-dire qu'ils se sont dissociés, en fait. Les Italiens ont créé le statut de dissocié, donc la dissociation de la lutte armée, ce qui signifie on ne vous oblige pas à collaborer avec la justice, par contre vous vous engagez à ne plus jamais, tout simplement, vous adonner aux actes que vous avez commis. C'est-à-dire, vous arrêtez la lutte armée, vous vous dissociez, mais on ne va pas vous demander, par exemple, de vous repentir, parce qu'il y a le statut également du repenti. Et c'est vrai que dans le cas des terroristes des années 70, vous avez très peu de repentis, en fait. Très, très peu. Il y en a, hein, mais très, très peu. C'est-à-dire des individus qui ont la capacité de finalement rayer d'un trait de plume 10, 15 ans, 20 ans de leur vie, parce que d'abord, c'était leur jeunesse aussi. Ils ont fait de la prison. C'est pas évident de se dire, finalement, j'ai sacrifié 10, 15 ans de ma vie pour rien. Donc, la majorité, c'est ce que je vous disais quand je vous exposais la position du perdant magnifique, ont tendance à dire, ok, j'ai pas réussi, ma guerre contre l'État, je reconnais que j'ai perdu, je reconnais que ça mène nulle part, mais sur un plan moral, j'avais quand même raison de faire ce que j'ai fait. Et puis certains restent toujours figés dans leur schéma. C'est pour ça que vous avez encore un certain nombre de brigadistes en prison, alors que la majorité ont finalement pas fait des peines si lourdes que cela. Mais il y en a quand même certains qui sont encore en prison, qui sont toujours dans ce schéma de conflictualité permanente, constante, contre l'État, les institutions, l'État de droit, la démocratie, etc. Donc tout ça pour dire que la déradicalisation, pour le moment, je ne vois pas d'éléments concrets, même si à Singapour, on a essayé de nous dire, mais non, à Singapour, on a des programmes qui marchent très bien, en Arabie Saoudite, on a des programmes qui marchent très bien, ah bah oui, on paye les gens, on les met dans des beaux hôtels. Moi je suis très, très dubitatif. Par contre, ce que je pense, c'est que certains individus d'eux-mêmes, avec le temps, vont effectivement revenir sur ce qu'ils ont fait, et certains ne reviendront jamais sur ce qu'ils ont fait, jamais. Voilà, il faut juste être lucide là-dessus. Est-ce qu'on sait combien d'attentats ont été déjoués par les forces de l'ordre depuis un certain temps ? Alors j'ai vu des chiffres passer, j'avoue que j'ai pas retenu, parce que d'abord je pense que tout n'est peut-être pas rendu public. Je pense pas honnêtement qu'on ait échappé à des centaines d'attentats. Je pense que c'est plutôt de l'ordre de plusieurs dizaines, très probablement, sur
un certain nombre d'années. Il y a eu la période des années 2000, ce qu'on pourrait appeler la génération Al-Qaïda. Il y a plutôt la génération des années 2010, la génération Daesh, on va dire ça comme ça, plus quand même. Quelques attentats déjoués par des individus qui appartiennent à la mouvance d'extrême droite aussi. Mais je ne pourrais pas vous dire de chiffres, mais je pense que si on collectait un peu tout, c'est sans doute quelques dizaines. Moi, je reviens sur autre chose. Oui, c'est 41, effectivement. C'est ce que j'ai entendu il y a quelques jours à la télé. Moi, je reviens sur le mois dernier. Je vous ai vu ici et je vous ai parlé d'une personne de ma famille qui dit que les gens qui sont radicalisés, que c'était une secte. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu par rapport à ça, s'il vous plaît ? Alors, là, vous me renvoyez un peu quelques années en arrière. Alors, ce que je vous expliquais au début de mon intervention, c'est qu'effectivement, l'État a été mis en difficulté par ce phénomène qui avait été peut-être un peu sous-estimé, en termes, je dirais, de volume. Et il est vrai que l'État, à un moment donné, s'est tourné vers un opérateur, qui est Dounia Bouza, en se disant, mais finalement, c'est pas possible que des jeunes, en apparence sans histoire, décident d'eux-mêmes, non seulement d'adhérer à un projet extrémiste comme celui de Daesh, mais en plus sont prêts à partir, c'est-à-dire à accéder finalement à une phase opérationnelle. Et donc, il y a une hypothèse qui est celle de la dérive sectaire. C'est-à-dire qu'il y a certains chercheurs qui se sont dit, bah oui, finalement, c'est peut-être une forme d'embrigadement sectaire, c'est-à-dire que les individus, en fait, savent pas très bien ce qu'ils font, ils sont sous emprise d'un gourou, et donc ils partent, mais en fait, ils arrivent sur place et ils comprennent qu'ils ont été manipulés, ou pas d'ailleurs. Alors, maintenant, on a un peu plus de recul, d'abord parce qu'on a de nombreux dossiers judiciarisés, donc on a des parcours de vie quand même de pas mal d'individus concernés par les départs en zone irako-syrienne. On a également eu un certain nombre de procès, je pense notamment à des filières précoces comme la filière en fait dite de Strasbourg, avec des départs, je crois, dès l'année 2012. Donc vous voyez, les départs, c'est pas 2014-2015, il y a déjà eu des départs auparavant. Et là, en effet, la Libye des dérives sectaires tient pas vraiment la route. C'est-à-dire que on sait par contre que certains ados, certaines adolescentes ont été recrutés à distance sur les réseaux sociaux par en effet des techniques qu'on pourrait assimiler à une forme d'embrigadement, parce que je pense que les personnes au bout voyaient qu'ils avaient affaire à des individus fragiles, peut-être un peu perturbés émotionnellement. Maintenant, la grande majorité quand même, y compris des mineurs qui sont partis là-bas, on le sait maintenant, l'ont fait de manière délibérée, en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'on sait même également qu'ils regardaient non seulement les vidéos les plus sanglantes de Daesh, mais alors plus ils les regardaient, plus ils se radicalisaient. En fait, vous voyez, il y avait une forme finalement d'auto-enfermement. Après, je ne sous-estime pas, encore une fois, des individus qui, pour Daesh, recrutaient via les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai. C'est une réalité. Mais vraiment, dans les dossiers judiciaires, on voit quand même que la dérive sectaire, ça tient pas beaucoup la route, quoi. Ça tient pas beaucoup la route, me semble-t-il. Mais je sais qu'il y a certains spécialistes qui sont encore accrochés à ça. Et en même temps, c'est une hypothèse rassurante. Je peux aussi comprendre, finalement, qu'on se rattache à ça. C'est rassurant de se dire, oui, mais regardez, cette jeune fille, elle a 16 ans, elle a été victime de violences sexuelles, finalement, elle était perturbée, finalement, elle savait pas ce qu'elle faisait, finalement, elle a été embarquée un petit peu à son insu, elle a été manipulée. Alors, par contre, ce que je dis n'annule pas le fait qu'il y a eu quand même une forme de sublimation chez certaines personnes, notamment des jeunes filles, notamment sur parfois une forme d'érotisation, en fait, de la figure du djihadiste. Il y a eu aussi ce phénomène qu'on ne peut pas non plus écarter. Mais alors, est-ce qu'on peut dire dérive sectaire ? Je ne suis pas sûr. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu très clairement, je dirais, peut-être des failles dans les représentations émotionnelles, cognitives de certaines personnes. Mais encore une fois, c'est ce que je vous disais au début, la Fédération française de psychiatrie a vraiment bien démontré, en tout cas, elle a acté de manière assez claire, très peu d'individus souffraient de pathologies mentales. Par contre, il est possible, peut-être probable, que dans les revenants, les personnes qui sont revenues, en effet, on a pas mal d'individus traumatisés. Parce que y y en a qui ont vu des choses ou qui ont fait des choses qui les ont atteints. C'est pas parce qu'on est radicalisé qu'on ne peut pas avoir des failles aussi à ce niveau-là. Mais
La dérive sectaire, dire que c'est une secte, c'est l'exemple des Brigades Rouges que je vous donnais. Il y a un politologue italien, mais je pense qu'il est un peu désavoué depuis, qui a essayé de démontrer dans un livre que les Brigades Rouges en fait étaient une secte. Parce qu'il y avait un cloisonnement, parce que tous les comportements, y compris amoureux, pour ne pas dire sexuels, tout était dicté d'en haut, parce que en fait le brigadisme, c'est une verticalité très rigide, c'est un cloisonnement très rigide. C'est pour ça que l'État italien a eu un peu des difficultés pendant quelques années. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une secte ? Non, parce que les gens rentraient dans les Brigades Rouges vraiment en connaissance de cause, et certains en sont partis, malgré tout. Oui, alors on a une question. Je parle des 3 mouvements qui ont émergé quasiment en même temps. Ça a été les Brigades Rouges, la Bande Abadère et Action Directe, avec le fameux Jean-Marc Rouillon, qui est refait surface là. Voilà, donc c'est vrai que les Brigades Rouges, il y a eu ils sont attaqués à la gare de Bologne qui avait fait 80 morts. L'affaire Aldo Moro, mais il y a eu d'autres. Je crois qu'il y a eu un deuxième juge aussi qui a été assassiné. Je sais plus si c'était en Sicile ou enfin voilà. Mais je dirais qu'en France, parce que vous parliez que la France, depuis 2010, où elle est plus ou moins en action avec ce type de mode, mais je dirais que c'était déjà avant. Il y a eu 2002 avec Jean-Pierre Aubin, qui avait dénoncé une forme d'islamisation dans les écoles à Roubaix. En 2004, il y a eu quand même la loi Stasi sur les signes ostentatoires. Je veux dire qu'il y avait déjà des prémices. C'est pas arrivé comme ça avant 2010. Hein. Alors je suis d'accord avec vous sur le fait que le terrorisme est quand même rarement, pour ne pas dire jamais spontané. C'est pas quelque chose qui émerge de nulle part. Il provoque un effet de sidération sur l'opinion, donc on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible. Mais en fait, je dirais que les causes, en tout cas certaines causes, à minima précèdent les effets. Maintenant, pour revenir effectivement au rapport Aubin, oui, en effet, il y a déjà eu des alertes qui ont été lancées. Je vous ai parlé un peu des prisons, mais en effet, vous aviez des professionnels, des chefs d'établissement, alors que ce soit en milieu fermé, donc dans les prisons, puis aussi dans l'éducation nationale, qui ont tiré la sonnette d'alarme, qui ont dit mais attendez, là on voit des comportements qu'on ne voyait pas avant, on entend des choses qu'on n'entendait pas avant. Il est vrai que je vous ai parlé du point de bascule avec 2012, mais si on remonte en arrière, il y a évidemment les attentats du 11 septembre 2001, très clairement. Où là, tout d'un coup, on a une forme, si vous voulez, de vision mondialisée de ce que peut produire le terrorisme islamiste. C'est-à-dire que quand Al-Qaïda frappe un cuirassé américain, l'USS Cole, qui tue 17 marins américains, tout le monde s'en fiche, hormis les autorités américaines. J'irai même plus loin. Je suis allé au Kenya, à Nairobi, donc sur les lieux où l'ambassade américaine avait été détruite. En fait, non, l'attentat a détruit l'immeuble qui était juste à côté, qui s'est écroulé. Il y a eu 200 morts, essentiellement des Kenyans. Ça intéresse personne, on va pas se mentir, on n'en parle pas. Tout ça, c'est très lointain, c'est très abstrait. Or, on a malgré tout, tout simplement, des organisations qui continuent. Vous vous rappelez qu'il y a eu un premier attentat contre le World Trade Center en 1993. Et là, c'est la même chose. C'était un attentat terroriste, très clairement, avec déjà la volonté de faire s'écrouler. Alors, le projet des terroristes à l'époque, c'était de faire s'écrouler en fait l'immeuble, en espérant qu'en s'écroulant, il allait faire s'écrouler d'autres immeubles. Donc ils ont placé une camionnette remplie d'explosifs au pied, en fait à côté d'un poteau porteur, dans le parking, dans le sous-sol. Tout ça pour dire qu'en effet, ça n'émerge pas de nulle part. Donc c'est vrai que pour ça que nous, en tant que citoyens, il faut quand même qu'on soit un minimum vigilant à ce qui se passe. Il ne s'agit pas d'être dans la paranoïa. Il ne s'agit pas de se dire oulala, on est cerné, il y a une 5e colonne, etc. Mais on peut maintenant, je pense, on a suffisamment de moyens de s'informer. Quand vous regardez certains livres dans cette bibliothèque-là, qui sont très documentés, on a accès à l'information. On a la chance de vivre dans un pays, on a accès à l'information quand même. On peut en tout cas réfléchir sur ces sujets-là et peut-être sensibiliser autour de soi. Quand parfois on a des réactions un peu tout ça c'est bidon, tout ça c'est l'État qui crée ça, tout ça ça arrange l'État, voilà les lieux communs qu'on peut entendre. Non, il y a bien des dynamiques à l'œuvre dans la société, oui. Eh ben, merci beaucoup Stéphane, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Et merci à tout le public d'être venu nombreux pour cette émission. On va pouvoir se quitter sans oublier de vous donner rendez-vous à la prochaine émission. Ça sera le jeudi 4 mai de 17h à 19h. On va parler laïcité et Turquie et on aura une journaliste, Arzu Turan, qui sera là
pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe en Turquie et parler de son expérience. Merci à tous, merci beaucoup, à bientôt. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.